Bonsoir à tous, un nouveau direct ce soir avec Marion Sigaud. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Première chose que je vais vous demander, est-ce que le son marche bien et est-ce que l'image est bonne? Donc, je vous laisse à vos commentaires. Donc, ce soir, vous savez, super, vous savez que Marion Sigaud est parmi nous. Elle nous a rejoint pour aider la cause agricole et justement, nous allons parler de la cause agricole. Nous allons parler des agriculteurs sous l'Ancien Régime. Elle va nous donner quelques explications, nous raconter en fait quelque chose qu'elle avait déjà préparé, qu'elle va nous partager ce soir. Et ça va permettre de passer une très bonne soirée où nous allons pouvoir partager la cagnotte de Monsieur Reynaud et proposer aux personnes qui n'ont pas participé à cette aide solidaire pour les agriculteurs, eh bien, de participer et de pouvoir faire un petit don, eux aussi, à la cagnotte. Donc, on n'attend pas plus. On accueille Marion Sigaud parmi nous. Bonsoir, Bonsoir bonsoir à Marion. tous. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Voilà, donc on est bien connecté. On a eu un petit instant qu'il fallait se préparer. Normalement, c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut sous les yeux pour nous raconter le thème de ce soir. Nous allons parler de l'agriculture moi je dis sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la République. Oh oui, avant, longtemps avant la République. Oui, oui. C'est ça. Et encore, j'estime que la République, dans les premiers temps, elle était peut-être pas si mauvaise avec les agriculteurs que ce qu'elle est Laisse tomber, aujourd'hui. laisse tomber, laisse tomber. Exactement. C'est que t'es pas au courant. Oui, oui, c'est ça. En plus, La première chose qu'a fait la République, c'est de faire en sorte que les paysans puissent pas voter. Tu vois le truc. Ah oui, terrible. La Donc, République a été élue par une assemblée qui avait un paysan, alors que les paysans représentaient 95% de la population. oui, 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 c'est Donc, vrai. la République n'a rien à voir avec la paysannerie. Non, non, mais on va pas parler de la Révolution. Je voudrais vraiment raconter ce que c'était que la paysannerie dans l'ancien temps. C'est ça. Voilà. C'est Et ça. voilà, j'attends ton feu vert, tu me fais un top Donc, chrono eh et bien, je démarre. on est parti, tu peux démarrer. Comme j'ai prévenu tout le monde, donc les personnes qui auront des questions, j'afficherai les questions et donc on se permettra de couper Marion pendant son exposé pour faire apparaître les questions et pour qu'elle puisse répondre. Le mieux, il faut que ce soit vraiment des questions importantes. Donc le mieux, c'est de l'écouter, de passer la soirée et de temps en temps, comme je le fais actuellement, nous afficherons la cagnotte de Monsieur Reynaud qui est actuellement à 11 685 euros. Si elle pourrait monter, ça serait super, je ne sais pas si c'est possible, pour les personnes qui n'auraient pas encore participé à cette cagnotte, si elle pourrait un petit peu augmenter, eh bien, ça serait un plus pour aider Monsieur Reynaud à s'en sortir vis-à-vis de ses Absolument, difficultés. absolument. Voilà. Voilà. Et dans la soirée, je vais vous montrer un petit détail sur sa cagnotte qui mérite d'être partagé parce que ça se fait rare. Et Monsieur Reynaud souhaite faire des produits qui plaisent au grand public. Mais on en parlera un petit peu plus tard. D'accord. Voilà, je te laisse la parole. Tu peux commencer. Et voilà, pendant ce temps, j'anime et je surveille le chat si jamais il y a des questions. D'accord. Alors, je vais vous parler des paysans qui représentaient 95% de la population française. Voilà, les paysans, c'était la France. Et la France de l'Ancien Régime, la France d'avant la Révolution, la France de l'ancien temps, comme on dit pour raconter les choses joliment, elle était catholique et rurale. La France, c'était la campagne. Pourtant, qu'est-ce que je vais vous raconter? Si le mot démocratie a un sens, c'est au village d'Ancien Régime qu'il s'appliqua. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, étymologiquement, c'est le gouvernement par le peuple. Dites-vous que chaque village était une petite république gérée par ses habitants. Toutes les décisions concernant le village étaient prises en assemblée générale des villageois et assemblée générale auquel tout le monde participait. Le village gérait son budget, élisait son syndic qui le représentait auprès des autorités, engageait des procès au nom du village. Un village pouvait être esté en justice et être condamné en tant que village. Le village choisissait et rémunérait son maître d'école, qu'on appelait le recteur, et lui imposait son programme. Qui organisait le programme des écoles? C'était l'Assemblée générale des habitants de chaque village. L'Assemblée générale décidait des travaux collectifs, répartissait l'impôt. L'impôt était porté sur le village et à l'intérieur du village, la répartition se faisait en assemblée générale des habitants. On participait aux assemblées générales, on était représenté par foyer ou un feu. Un foyer, c'est un feu, d'accord? Un foyer, c'est l'endroit où on fait le feu. Et un feu, c'est une maison.
une maison se fait autour d'un feu, c'est ce qu'on appelle un foyer. Donc, on y était représenté par foyer. En général, c'était le père qui venait à l'Assemblée générale représenter le foyer, mais si le père était mort et que c'était la mère, ben c'est la mère qui venait. Donc, les femmes avaient le droit de vote, non pas en tant que personne, mais en tant que chef de famille. Quand il ne peut pas y avoir deux chefs de famille, quand ce n'était pas le père, c'était la mère. Quand le père n'était plus là, c'était la mère. Alors, la communauté villageoise, elle avait des biens collectifs qui appartenaient à tout le monde et qui étaient gérés collectivement. Il n'y a pas de communauté sans communaux. Qu'est-ce que c'est que les communaux? Je vais vous donner une définition. Ces biens sont, je cite, l'usage, ce sont des biens dont l'usage appartient à tous et la propriété à personne. Parce que ces sortes de biens sont appelées choses de l'université, dans le sens de ce qui est universel, dont l'aliénation est prohibée. L'aliénation est prohibée, ça veut dire que le village n'avait pas le droit de vendre ses communaux puisqu'ils appartenaient à tout le monde. C'était une conception chrétienne de la propriété collective. Qu'est-ce que c'était que ces communaux? C'était des parties du village qui apportaient au village le fourrage, le bois de chauffage ou le bois d'œuvre, les liens pour la moisson, l'osier pour la vannerie, le chaume pour les toits, les herbes pour la litière. Donc avec ça, vous êtes déjà nourri, logé et chauffé. La communauté, c'était aussi, les communaux, pardon, étaient aussi des sources de revenus. Les communaux, on pouvait vendre du produit des communaux. Ça procurait à la communauté l'argent de la vente de bois. Par exemple, voilà, la commune pouvait vendre du bois à celui-ci ou à celui-là. La modiation des prés et terres à revenus faibles mais continus. C'est-à-dire qu'il voilà, y avait des champs qui étaient à la communauté, qu'on pouvait louer, qu'on pouvait mettre en fermage et qui rapportaient un peu d'argent à la communauté. Et les paysans tenaient à leurs communaux comme à la prunelle de leurs yeux. Les communaux, c'était l'essence du village. Pas de commune sans communaux. Toute la terre, celle qui était communale et celle qui était privée, était soumise à la coutume. Ça veut dire quoi? Une fois coupés les épis de blé ou le foin, alors le foin c'est l'herbe pour les bêtes, les épis c'est ce qui va faire le pain, une fois coupés les épis ou le foin, la terre redevenait vaine, c'est-à-dire vide. Je m'explique. Les pauvres pouvaient ramasser après la récolte le blé tombé par terre, c'était le glanage, puis la terre était occupée par les bestiaux du village, regroupés en un seul troupeau et que les communaux ne suffisaient pas à nourrir. C'est-à-dire que vous avez un champ qui vous appartient. Une fois que vous avez récolté la moisson, le foin ou les épis, la terre revient à la communauté. Tout le village peut venir glaner ce que vous avez pas. Qu'est-ce que c'est le glanage? Vous savez très bien quand on coupe un épi de maïs, on en retrouve par terre. Ce qui est tombé par terre, c'est pas à vous, c'est aux pauvres. Et ce n'est pas les pauvres, c'est au village. Le village a la possibilité de venir glaner. C'est-à-dire qu'une fois que le propriétaire d'un champ a récolté ce qui lui appartient, le champ revient à la communauté pour ramasser ce qui est tombé par terre ou pour faire paître les troupeaux qui, à ce moment-là, sont rassemblés en un seul troupeau et qui s'égayent et qui se répandent dans les terres redevenues vaines, c'est-à-dire vaines, ça veut dire libre en fait, libre. Alors, les droits du propriétaire, après la moisson, les droits du propriétaire entraient en sommeil. On est propriétaire jusqu'à ce qu'on ait rentré sa récolte. Une fois que la récolte est rentrée, ça revient à la communauté. Et ça s'appelle le droit de veine pâture. La veine pâture, c'est tous les bêtes, tous les gens qui ont des bêtes ont le droit de les faire paître dans tous les champs du village, une fois que la récolte est passée. Le plus pauvre des paysans, celui qui ne possédait pas de terre, pouvait avoir des bêtes et s'en nourrir. Vous avez des bêtes et vous n'avez pas de champs, vous aurez les champs après la moisson de ceux qui ont cultivé la terre. C'est comme ça. Donc personne n'était trop pauvre pour n'avoir pas à manger, à se chauffer et à faire du pain. Grâce à la communauté, le pauvre vivait sans manquer de rien. On ne mourait pas de faim au village. Mais le plus pauvre avait de quoi manger. La propriété était donc très sévèrement limitée par le droit de la communauté. Donc vous aviez des propriétaires, vous aviez des gens qui étaient propriétaires de leur champ. Alors on était propriétaire de sa maison, mais il y avait des gens qui étaient propriétaires de leur champ et des gens qui n'avaient pas de champ. Celui qui était propriétaire et celui qui ne l'était pas, ils arrivaient à vivre. Le propriétaire vivait mieux que celui qui n'avait rien, mais celui qui n'avait rien, il était logé et nourri. Parce que la communauté fournissait par le surplus des autres et parce qu'une fois la récolte engrangée, ce qui reste appartient à tout le monde. Alors, un jurisconsulte du XVIe siècle écrit « Par le droit général de la France, les héritages ne sont en défense et en garde que quand les fruits sont dessus. Dès qu'ils étaient enlevés, la terre, par une espèce de droit des gens, devenait commune à tous les hommes, riches ou pauvres également. » Ah oui, la terre,
elle appartient pas au troupeau du pauvre, c'est au troupeau tout court. Le riche devient à ce moment-là avoir les mêmes droits que le pauvre. D'accord? Donc, le seigneur, tenez-vous bien, était soumis aux mêmes règles et servitudes que les autres. Les pâturages appartenaient à tous et le seigneur n'y avait aucun droit particulier. Il pouvait y faire paître ses propres bêtes, ni plus ni moins. Le seigneur, il avait une part de réserve, hein, il avait ses propres troupeaux, eh ben, il était soumis à la loi commune. On a des traces que le seigneur n'a été jadis qu'un chef soumis aux servitudes générales selon la coutume du lieu. Il appartenait au village en tant que premier habitant. Il jouissait des communaux au même titre que les autres. Alors, ce qui peut apparaître comme une forme de socialisme ou de communisme, eh bien, ça n'était autre que la tradition de l'ancienne France. C'est comme ça que la France vivait. Le parcours, c'est encore autre chose. Le parcours, c'était la veine pâture, donc vous avez compris la veine pâture, réciproque entre villages ou communautés. Les villages limitrophes avaient la faculté d'envoyer leurs troupeaux champoyer chacun sur la moitié du terroir de l'autre. Cela implique qu'il n'existait aucun obstacle au déplacement des bêtes, ni barrière, ni haie, ni fossé. Quand vous montiez sur un monticule, vous pouviez voir d'un seul coup d'œil tout ce qui appartenait à votre village et ce qui appartenait au village alentour. Un cultivateur voit du même coup d'œil ce qui se passe dans toutes les pièces de terre qu'il a dans une plaine ou dans un même canton. Le propriétaire ne pouvait donc pas élever de clôture permanente, sauf entre les premières pousses et la récolte. Vous êtes propriétaire, vous voulez clôturer votre champ jusqu'à la récolte. Après la récolte, la clôture, elle saute. Il devait suivre les semailles des autres. Vous ne pouvez pas semer indépendamment des autres. Les dates des semailles et des moissons se faisaient en communauté. On décidait des dates ensemble. Et ce n'est pas le plus braillard qui l'emportait, c'était l'Assemblée générale. Donc, il fallait suivre les semailles des autres, moissonner en temps convenu et mettre en jachère selon la coutume et laisser ses champs en friche pour la dépaissance collective. C'était le mode de fonctionnement collectif. Qui est-ce qui décidait ça? La communauté. La communauté se gérait elle-même. Alors, nous sommes dimanche à la sortie de la messe. Tout le monde s'y rend. Si vous comptez à la messe les présents, que vous ajoutez les malades, les mourants et les femmes en couche, vous avez la population totale d'un village. Tout le monde va à la messe, sauf les malades, les mourants et les femmes en couche. D'accord? C'est une société catholique. Tout le monde est en habit de fête. Hein, on ne va pas à la messe sans se briquer un minimum. Après la messe, les femmes et les enfants rejoignent les domiciles pour préparer le repas et les hommes s'assemblent autour de l'arbre. Les hommes, sauf si le père étant mort, c'est la femme qui le représente. D'accord? Ils sont debout ou assis sur des murettes, ils vont délibérer puis voter les décisions qui les concernent. Alors, les hommes sont là comme chefs de famille. Une veuve devenue chef de famille sera présente, elle délibérera et votera comme les autres. Comme les autres. On pouvait aussi être électeur célibataire si on était inscrit sur le rôle de la taille, c'est-à-dire si on payait des impôts. Si vous étiez célibataire et que vous payez des impôts en tant que vous-même, c'est-à-dire que vous aviez quitté le toit paternel, vous pouviez être électeur célibataire. Mais si vous restiez dans le foyer de vos parents, c'est le pater familias ou la mère, le père ou la mère qui va voter à l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale avait été annoncée de maison en maison et de porte en porte au son du tambour. Dimanche, à la sortie de la messe, nous allons décider. Et ça passait de hameau en hameau, de maison en maison. Même le curé l'avait annoncé au prône. Alors, le curé, la semaine prochaine, nous allons, à la sortie de la messe. Tout le monde est censé savoir quand a lieu l'Assemblée générale et sur quoi on va délibérer. La réunion devait se faire dans un lieu accessible à tous et en plein air autant qu'il était possible. Alors, possible, c'est le temps qui va le décider. Sinon, on se réunissait dans l'école, dans la halle ou même dans l'église qui était une véritable maison commune. Alors, il fallait être au moins 10 pour qu'une délibération soit valide. Mais 10 dans un village d'Ancien Régime, c'est vite atteint. C'est vraiment. Au-dessous de 10, on était une réunion de particuliers, on ne pouvait pas nommer un procureur. S'il s'agissait de voter un emprunt, il fallait au moins qu'il soit voté, il fallait au moins les 2/3 des habitants. Il fallait être résident du village depuis 1 an pour pouvoir participer. Parce que le village pouvait absorber des gens qui demandaient à faire partie de la communauté. À moins d'1 an, ils ne pouvaient pas participer aux assemblées générales. L'assiduité aux assemblées générales était un devoir et une obligation. On a vu aller chercher des récalcitrants et les tirer par les pieds. Tu ne peux pas venir à l'assemblée générale, tu viendras quand même. Comment ça, il ne veut pas venir à l'Assemblée générale? Qu'est-ce que c'est que
qu'est-ce que c'est que ce malotru? On pouvait être frappé d'amende si on refusait de se rendre aux assemblées. Alors, je suppose que ça ne doit pas être un truc courant, mais ça devait être dans le cas de décisions particulièrement graves. Quelqu'un qui ne veut pas participer alors qu'il y a péril en la demeure, ça doit être… Je n'ai pas trouvé de cas précis, mais je sais que ça existait parce que la source est bonne. On a vu sanctionner ceux qui partent avant la fin ou qui refusent de signer le procès verbal. À la fin de l'Assemblée générale, tout le monde signe. Tu ne veux pas signer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as participé, tu ne veux pas signer. C'était pris très, très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Alors, le syndic, vous avez compris ce que c'est que le syndic, c'est celui qui a été élu ou nommé pour représenter l'Assemblée générale, enfin le village, auprès des autorités. Donc, le syndic annonçait le sujet de la délibération du jour, la décision commune qu'il fallait prendre et qu'on avait affichée sur les murs. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parlait au prône si c'était affiché sur les murs? Parce qu'il restait des gens qui ne savaient pas lire. Et ce n'était pas la majorité. Il y avait une minorité de gens qui ne savaient pas lire, mais ils étaient pris en compte et il n'y avait aucune raison que les gens qui ne savaient pas lire ne puissent pas participer aux décisions. Donc, c'est pour ça que le curé l'annonçait au prône pour ceux qui ne savaient pas lire. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait décider? Est-ce qu'on allait élire un agent, un nouveau syndic, parler impôts, écoles, réparations diverses? C'est ici qu'on allait délibérer et tout le monde avait la parole. On écouterait particulièrement les anciens, mais les anciens n'avaient pas plus de voix que les nouveaux. Un homme, une voix. Après la délibération, on voterait à haute voix. Alors, l'illettrisme d'une partie des habitants interdisait le vote à bulletin secret. Un vote à bulletin secret, pour voter à bulletin secret, non, il y en a qui ne savaient pas écrire, et bien ça sera à main levée. Toc, toc. Il faut que tout le monde puisse participer devant tout le monde. Donc, il fallait que tout soit ouvert et à la portée du plus simple. Le plus simple des citoyens d'un village participait et votait. On pouvait décider de faire un procès au seigneur, par exemple, qui avait commis un abus. Eh bien, figurez-vous que dans l'ancien temps, on ne se privait pas pour faire des procès au seigneur, et il arrivait souvent qu'on les gagne. Quand le seigneur était abusif et qu'on arrivait à le prouver, pif, pif, paf, le seigneur, il devait réparation au village. Donc, on pouvait perdre ou gagner contre le seigneur. C'est après que ça va se dégrader. Aucune loi n'a jamais régi ces assemblées, qui se faisaient selon l'usage. Ça remontait à des temps immémoriaux. Pourquoi faites-vous comme ça? Parce que c'est la tradition, parce que nos pères faisaient comme ça, parce que les pères des pères de nos pères faisaient comme ça, et c'est comme ça remonte à la nuit des temps. Depuis que la France est habitée, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça n'est écrit nulle part, c'est comme ça que ça fonctionne, et dans toute la France. Dans toute la France. Alors, ça ne fonctionne pas exactement pareil dans toute la France, mais le principe est le même. C'est la tradition, et c'est avec elle que s'est construite la France rurale. Et c'est quand l'État, c'est-à-dire les Lumières et la Révolution, interviendra, qu'on donnera une voix aux seuls possédants et qu'on laissera de côté les plus pauvres. Jusqu'à la Révolution, le plus pauvre a la même voix que le plus riche dans le village. Alors, qu'est-ce que c'était que le syndic dans la vie communautaire? Le syndic, c'était le représentant de la communauté vis-à-vis des autorités. Alors, les autorités, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la communauté? Il y avait le seigneur. Et le seigneur, on le connaissait bien, il venait à la messe au même endroit, il y avait le seigneur. Mais il y avait surtout l'intendant. L'intendant, c'était le représentant du roi dans la province, dans la généralité. C'est-à-dire que quand vous vouliez dire quelque chose, vous voulez que Sa Majesté le sache, vous allez le dire au subdélégué qui allait répéter à l'intendant. L'intendant, il envoyait ça au roi, il dit voilà pourquoi on se plaint chez nous. C'est comme ça que fonctionnait l'information. Donc, l'intendant était celui qui représentait l'autorité royale et le syndic représentait son village, il représentait sa communauté vis-à-vis de l'intendant. Il n'avait aucun pouvoir, aucun prestige et aucune prérogative. Il n'avait que des charges. Son mandat dépendait de la volonté des habitants, il pouvait être limité ou révoqué par eux et c'était une charge sans compensation. J'aime autant vous dire qu'on ne se battait pas pour être syndic. Mais il y en a toujours eu, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des gens qui ont été désignés pour le faire et qui ont fait leur travail sérieusement. Alors, Marion, il était juste… Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Quelqu'un qui a placé une question. L'école de la République nous a toujours appris que paysans et serfs, c'était pareil, des esclaves. Pouvez-vous nous rappeler combien de jours fériés religieux avaient droit les paysans chaque année? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais de toute façon, un serf n'est pas un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui peut être, de sa personne, acheté ou vendu. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune autorité personnelle. Alors que les paysans, le servage, j'en parlerai plus tard du servage. D'abord, à l'époque qui précède la Révolution, le servage est aboli depuis très très longtemps. Le servage a disparu assez tôt dans l'histoire. Je pense que le servage a mal survécu à la Grande Peste. Je crois qu'à la fin du XIVe siècle, il y avait déjà plus de serfs. Mais le serf était un paysan qui avait malgré tout des droits. C'est-à-dire que le serf était attaché à la terre
il n'avait pas le droit de la quitter, mais ce n'était pas du tout un esclave, il vivait bien, le seigneur certainement ne le laissait pas crever de faim, il avait le droit de se marier avec qui il voulait, alors il ne pouvait pas se marier à l'extérieur, mais il pouvait amener une femme de l'extérieur, et il pouvait faire hériter de ses enfants de sa part à lui. Ce que le cerf ne pouvait pas faire, c'est quitter la terre. Mais il pouvait posséder des choses à lui qui ne relevaient pas de son statut de serf. Et le servage était quasiment, il n'y en avait plus à l'époque de ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est-à-dire les 150 ans qui précèdent la Révolution, il n'y avait plus de serf nulle part. C'est complètement. Et un serf n'est pas un esclave. Un esclave, c'est une chose. Un serf, c'est pas une chose. Le serf, il est baptisé, et en l'occurrence, il va à la messe dans la même église que le Seigneur. Hein. Il y avait une seule église par village. Voilà. Donc, pour répondre… Mais alors, je vais en parler tout à l'heure du servage. Alors, alors, je reviens sur le syndic. Le syndic était élu à haute voix et à la majorité, et il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire, comment faisait-on pour élire un syndic? Eh bien, chaque village faisait comme avaient fait ses aïeux. Personne n'a dit au village, vous allez faire comme ça. Chaque village décidait pour lui-même. Donc, le syndic était le mandataire des habitants. Il présidait l'assemblée. L'assemblée, c'est lui qui dépensait les deniers de la communauté. Il avait la clé de la caisse, et c'est lui qui dépensait l'argent de la communauté. Il rendait compte de sa gestion aux habitants d'une part, et aux subdélégués. Le subdélégué, c'était la personne qui était sous l'intendant. L'intendant, vous avez compris, c'est le représentant de l'autorité du roi dans la circonscription, ça s'appelait une généralité. Et le subdélégué, c'était celui que l'intendant envoyait dans les villages pour aller écouter les doléances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des problèmes ici, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, etc. Donc, le syndic rendait compte de sa gestion aux subdélégués et aux habitants. Et c'est lui qui soutenait les procès du village. Il était l'un des gardiens des papiers et des archives conservés dans l'église et enfermés dans un coffre de chêne dont il avait une des clés. Il informait l'intendant des problèmes du village, les épizooties, l'état des chemins, l'invasion de chenilles, c'est-à-dire on a eu un gros gel, on a eu ceci, cela. Il rendait compte à l'autorité supérieure, et il veilla au tirage au sort de la milice et à l'organisation de la corvée royale, et organisait le logement des gens de guerre de passage. Ça, j'y reviendrai plus tard. Le tirage au sort de la milice, c'est venu très tard. C'est venu autour de 1760 et des bananes, qu'on dit. Donc, pendant toute la période, la longue période qui précède ça, il n'y avait pas de tirage au sort de la milice. Donc, le syndic, ça ne regardait pas. Alors, le village était une communauté catholique. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est comme ça. C'est une réalité historique, c'est tout. La communauté, c'était la paroisse, et la paroisse, c'était la communauté. Il fallait 10 habitants pour faire une communauté, 10 maisons pour faire une paroisse. L'église était le centre de la communauté. Elle était fortifiée, elle avait servi de refuge avant la construction des châteaux. Les châteaux forts ont été faits pour servir de refuge lors de passage de troupes, enfin pour que la paysannerie puisse se mettre à l'abri. Avant les châteaux forts, on se réfugiait dans l'église. Donc l'église était souvent fortifiée. On faisait la classe, quand il n'y avait pas de maison d'école, on faisait la classe dans l'église. Le clocher montrait l'église de loin. Mon village, il est où? Ouais, ce clocher-là, il y a ce clocher-là, il y a ce clocher-là, il y a celui-là, celui-là. On voyait le clocher permettait de situer les villages de loin. Et elle portait la cloche qui marquait les heures de la journée, les heures du travail, de la prière, ou l'alarme, ou de la délibération. Il y avait un certain son qui s'appelle le tocsin. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Quand les cloches sonnaient le tocsin, ça veut dire alerte générale, quoi, alerte générale. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas à partir de quel moment le tocsin a été inventé. Ce que je sais, c'est que, suivant ce que disaient les cloches, les gens pouvaient comprendre, soit la cloche disait l'heure, soit elle appelait à une manifestation quelconque, voilà. Et alors, les cloches, les paysans étaient très, très attachés à leurs cloches, et la cloche avait une telle personnalité qu'on la baptisait en lui donnant des noms. Et parmi les misères que les révolutionnaires ont fait aux paysans, ils ont été leur piquer leurs cloches pour en fondre des canons. Ils pleuraient, c'est horrible. Donc le prône, c'est le sermon du curé. C'était à la fois une instruction religieuse, mais aussi administrative ou même judiciaire. En l'absence de journaux, c'est au prône qu'on prenait connaissance de l'actualité. Mes bien chers frères, je vous annonce que Sa Majesté la Reine vient nous donner un petit… Nous vous annonçons que d'après la décision, c'était la Gazette. C'était la Gazette. Ce que les rois voulaient faire savoir au prône, aux habitants, ils le faisaient savoir au curé, qu'ils l'annonçaient au prône. Le prône, voilà, le prône, c'est le sermon. Hein, c'est avant le sermon, c'est quand le prêtre monte en chaire, il commence par faire les annonces, et après les annonces, il fait son sermon.
Donc le prône, c'est avant le serment. Une naissance, un mariage ou la mort d'un prince, ça prenne au prône. Alors, qui n'a entendu parler du peuple obligé d'aller à la messe par un curé tout-puissant qui le terrorise? Moi, j'ai toujours entendu ça. Les gens, ils étaient obligés d'aller à la messe. Le curé, il avait peur du curé. Tu parles. Alors, le curé, c'était une autorité morale chargée d'abord de la tenue des registres. Il assistait aux assemblées des communautés. Il était présent partout. Le curé était présent partout. Mais il vivait sous la surveillance de ses paroissiens. Et s'il se comportait mal, aïe, aïe, aïe pour lui. Aïe, 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 aïe. On le signalait aux autorités supérieures. Le curé devait filer doux. Et le curé qui va mettre la main ou à ce que je pense, ça n'existait pas dans les villages. Ça, alors là, ça, c'était pas possible. Le curé était sous la surveillance étroite de toute la population. Donc, s'il se comportait bien, on l'adorait. Et s'il se comportait mal, on lui faisait la vie dure. Et même très, très dure parfois. Un bon curé, c'est un curé tranquille. Un mauvais curé va pâtir. Des plaintes contre les mauvais curés pleuvront pendant tout le XVIIe siècle et au XVIIIe aussi. Le curé vivait de ce qu'on appelle la portion congrue. Qu'est-ce que c'était que la portion congrue? C'est le SMIC des curés fixé par le roi. Le roi interdisait qu'on paye son curé au-dessous d'une certaine somme. Comment? Vous avez un curé et vous ne le payez pas assez. Moi, le roi, j'exige que. C'est ça l'intervention du roi dans la vie du village, la vie religieuse du village. Donc, la majeure partie de la dîme, c'est la partie de la récolte que la paysannerie verse à l'Église à titre de participation à la vie de l'Église. Le budget de l'Église était, les revenus de l'Église étaient fournis par les habitants. Le revenu de l'Église ne dépendait pas du budget de l'État. D'accord? Le roi ne pouvait pas couper les vivres à l'Église parce que les revenus de l'Église venaient des habitants. L'Église était payée par le peuple, par la dîme. Donc, la majeure partie de la dîme allait au plus gros décimateur, c'est-à-dire les petits curés ne touchaient pas grand-chose de la dîme, ça allait plus haut dans la hiérarchie. Donc, le curé devait être pris en charge par la communauté, indépendamment de la dîme, et le roi a dit, je vous interdis de payer le curé moins que tant, moins que la portion congrue. Si la portion congrue n'était pas suffisante, la communauté suppléait sans hésiter, il n'était pas question pour eux de vivre sans prêtre. Il était hors de question de vivre sans prêtre. Bien sûr, on n'a plus de prêtre, qui va nous dire la messe, qui va nous confesser, qui va faire le catéchisme aux enfants, voilà. La dîme avait été établie par Charlemagne. En principe, elle était d'un dixième de la récolte. Et en fait, elle allait de 1/13e à 1/40e. Alors, 1/10 de tous les produits, y compris les poules, les moutons, les cochons. Voilà. Tu as 100 poules, tu en donneras 10, tu as 10 poules, tu en donneras une. Une ordonnance de 1695 définit le logement que la communauté doit fournir à son curé. Tenez-vous bien, vous n'avez pas le droit de faire vivre votre curé dans un bouge. Il faut qu'il ait, tenez bien, une ordonnance de 95, ça veut dire que c'est le roi qui a décidé ça. Le curé doit avoir 2 chambres à cheminée, une pour manger, l'autre pour coucher, un cabinet et une cuisine, en y ajoutant un grenier sur la totalité du bâtiment, un puits si le local le rend indispensable, une fosse d'aisance et une très petite cave et un bas cellier. Voilà. Et si vous logez votre curé à moins que ça, vous le martyrisez. J'ai dit, moi, le roi de France, j'ai dit. Donc, vous n'avez pas le droit de maltraiter votre curé et de le faire vivre dans une soupente obscure et malsaine. Le zèle religieux des habitants était peut-être plus grand encore que celui des prêtres. On a vu des remontrances faites au curé pour défaut d'instruction des enfants et mauvais usage des sacrements à leur égard. Le curé était sous surveillance. Dites donc, monsieur le curé, là, les enfants, vous êtes sûr, vous les surveillez bien, là? Oh, oh, on vous a vu, là. Un peu de discipline. En 1579, un curé a voulu interrompre une... Oh, cette histoire, elle est truculente. Un curé a voulu interrompre une procession contre le vœu des paroissiens. Les paroissiens, alors je ne me souviens pas du détail de l'histoire, si tant est que je l'ai eu, mais je sais que la source est bonne. Il y avait les villageois avaient fait une procession contre le vœu du curé. Le curé ne voulait pas de procession, les paroissiens voulaient une procession. Intéressant ça. Hein, c'est pas le curé qui veut absolument que les gens aillent en procession, qui ne veulent pas, c'est l'inverse. Les paroissiens veulent faire une procession, le curé ne veut pas. Et le curé furieux interrompt la procession. Vous savez ce qu'ils font les paroissiens? Ils l'attrapent par les pieds, ils le jettent dans l'eau. Toc, la tête la première dans l'Yonne. Bon, il savait nager ou pas mort. Mais alors, le curé a porté plainte. Il a porté plainte. Attendez, on va se laisser pas faire comme ça. Hein. Alors, il va en ville, il dépose une plainte et il y a un magistrat instructeur qui vient enquêter. Personne n'a rien vu. Vous êtes sûr? Non. Non, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu. Non, 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 non. Personne n'a rien vu. Le curé reste avec sa plainte. Le clergé visitait les paroisses. Alors, il n'y avait pas que le subdélégué qui visitait les villages. Le curé, alors vous avez compris, village et paroisse, c'est la même chose. Donc, le subdélégué, il visite les villages en tant que village. Le clergé, l'évêque, l'évêque, oui, visitait les paroisses pour en recevoir les doléances qui étaient rédigées et signées sur le champ.
C'était une espèce de droit de remontrance dont la population usait sans complexe. Le monseigneur vient, ah ben écoutez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et on raconte. Et on raconte. Les bons curés étaient choyés de la population qui les défendra armes à la main quand la révolution va les martyriser. La paysannerie prendra les armes pour défendre ses curés. Et là, les mauvais curés, je vous ai expliqué, on pouvait les passer par-dessus bord et leur faire la vie dure s'ils étaient de mauvais curés, et on pouvait se plaindre à la hiérarchie en disant celui-là, il ne nous convient pas. Voilà. Donc la communauté villageoise était catholique, corps et âme, et elle entendait le rester. Et des gens qui étaient au village qui n'étaient pas catholiques, ça n'existait pas. C'est comme ça. Le seigneur, alors, il y a deux sortes de seigneurs. Il y a celui qui est résident et celui qui n'est pas résident. Il y a le seigneur d'origine ou la pièce rapportée. Ça fera toute la différence. Je vous explique. Le seigneur d'origine est familier du village. Il est secourable quand il le faut. Il connaît tout le monde. Il est le témoin de leur mariage et le parrain de leurs enfants. Sa femme est la marraine. Il n'y a qu'une seule église au village. Le seigneur et sa femme et sa famille, ils vont dans la même messe que les paysans. On ne se comporte pas n'importe comment avec les gens qu'on est censé retrouver. Donc, le seigneur est familier du village. Parfois, le fils du seigneur avait comme parrain et marraine les gens du village. Et le seigneur et sa famille participaient aux fêtes et dansaient avec les paysans. Souvent, le fils du seigneur et celui du paysan apprenaient à lire dans la même école de paroisse. Donc, c'était des liens très, très forts. Dans certaines régions, le lien s'était distendu par l'absence du seigneur, mais là où il résidait encore, ces liens subsisteront à la Révolution. Jetez un œil à la Vendée et à la Bretagne qui ont pris les armes pour défendre leur terre. Et ça a été les abominables guerres de Vendée et les guerres des Chouans. En 1793, donc là je fais un bond dans la Révolution, ce sont ces paysans qui sont allés chercher les seigneurs pour qu'ils remplissent leur rôle contre l'armée républicaine. Vous savez ce que alors Michelet racontait, la guerre, les guerres de Vendée, c'est les seigneurs qui sont allés expliquer aux paysans qu'il fallait qu'ils prennent les armes, etc. C'est l'inverse. Ce sont les paysans qui allaient chercher leurs seigneurs en disant, dites donc, ça fait des années et des générations qu'on vous paye. Vous paye, c'est la paysannerie qui paye le seigneur, il paye son château, qui lui paye. C'était pour nous défendre. Et bien c'est maintenant. Allez hop, 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 hop. Et les seigneurs qui rechignaient, il y en a qui sont allés les chercher en les tirant par les pieds sous le lit où ils se cachaient. Et une fois que les seigneurs en question ont accepté de prendre les armes pour défendre la paysannerie, ben ils ont été des grands généraux. Je vous renvoie sur les guerres de Vendée. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais les généraux héros des guerres de Vendée sont des gens que les paysans sont allés chercher en les tirant par les pieds, en leur disant « vous serez notre chef, vous êtes là pour nous défendre, c'est le moment ». Voilà. Donc c'est l'inverse de ce que raconte la doxa. On vous raconte que le seigneur, c'est lui qui décide, et puis les paysans, il faut notre mettre comme ça, c'est juste l'inverse. Si le seigneur était odieux, alors il y avait des seigneurs odieux, et imaginez, oui, ça existait. Si le seigneur était odieux, seule l'autorité supérieure, il pouvait quelque chose. Et l'autorité supérieure, c'est qui? C'est le roi, ou ses représentants. Alors, la possibilité de faire appel à l'autorité supérieure, c'est ce qui a permis la centralisation monarchique. Alors, en 1665, c'est le début du règne de Louis XIV. Durant une période un événement qui s'est appelé les Grands Jours d'Auvergne, c'est-à-dire un tribunal s'est déplacé de Paris jusqu'en Auvergne pour faire rendre gorge à des seigneurs qui se comportaient mal. Le roi a pris le parti du peuple contre les abus seigneuriaux multipliés par le chaos et la fronde. Des gens disaient au roi, c'est épouvantable ce qui se passe en Auvergne, c'est absolument atroce, des seigneurs qui font du brigandage, ils volent, ils violent, ils martyrisent la paysannerie. Le roi, il dit, allez, hop, on envoie, on trie. Il a trié sur le volet les meilleurs magistrats de son parlement, il a dit, vous allez à Clermont et vous allez me rétablir l'ordre. Et ils ont rasé les châteaux, coupé des têtes, mais ça a été quelque chose, hein, les Grands Jours d'Auvergne. Et le peuple a demandé, il attendait du roi qu'il fasse ça, et le roi l'a fait. Et les seigneurs, là, ils ont filé lui, ils ont dit, d'accord, ok. C'est-à-dire que sans autorité supérieure, le mauvais seigneur est une plaie, mais le mauvais seigneur, tant qu'il y a une autorité supérieure à laquelle on peut se plaindre, il sera obligé de filer lui. Voilà. Le seigneur ne pouvait pas grand-chose quand le paysan refusait d'obtempérer. Alors, il y a en 1680 Madame de Sévigné. Alors, Madame de Sévigné, c'était une charmante dame qui habitait tout à fait à la cour, enfin dans la proximité directe de la cour, et elle se plaignait avec résignation d'être obligée de renoncer à ses redevances que ses paysans refusaient de lui payer. Les paysans devaient lui verser une redevance, et elle demandait, et elle redemandait, les paysans, ils expliquaient que si que là, elle n'arrivait pas à se faire obéir, parce que les paysans étaient les plus forts. Voilà. Alors, comment payait-on des impôts?
Une élection dont le chef était l'intendant, était la subdivision administrative chargée de l'impôt qui correspondait au territoire de l'intendant. Un élu, c'était l'agent de l'élection. Voilà, un élu, c'est pas quelqu'un pour qui on avait voté, c'était l'agent de l'élection. Si le village décidait de la somme, de la répartition et de l'usage de ses charges communales, l'impôt royal, lui, était déterminé et utilisé sans son consentement. C'est-à-dire que l'impôt tombait sur le village et le village décidait de la répartition et de l'usage de tout ce qui ne relevait pas de l'impôt. Alors, l'impôt ne cessera d'augmenter jusqu'à devenir insupportable. Au début, il n'était pas ce qu'il est devenu. Et les élus faisaient des impositions en mai, ils envoyaient les rôles en juillet et l'année fiscale commençait le 1er octobre. Les recouvrements commençaient dès le début du battage. Le battage, c'est l'automne. Il fallait donc en répartir le montant et c'était la communauté qui s'en chargeait. Voilà, le village doit tant, le roi a décidé que le village doit tant, et c'est la communauté qui va le répartir. L'assiette de l'impôt était faite par des assesseurs pris à tour de rôle parmi les habitants. Tiens, c'est ton tour, c'est toi qui vas décider du truc. C'est pas un truc où il y a le spécialiste qui dit c'est comme ça que ça se passe parce que le chef m'a dit que non. Chacun un tour de rôle. Ils étaient toujours désignés par la communauté, convoqués et réunis au son de la cloche à la sortie de la messe. Essayez de tricher avec un système comme ça. La répartition tenait compte du résultat d'enquête sur le nombre de feux, la gelée, la grêle, l'incendie survenus dans l'année. Le sport local consistait à cacher son aisance pour ne pas trop payer. De là l'image bien connue du pauvre paysan qui se plaint tout le temps. Et il y avait un divorce entre l'impôt et la ressource effective. Le pauvre paysan, il se plaint tout le temps parce qu'il ne veut pas payer trop d'impôts. Ah, c'est un sport qui est resté, ça. Mais il ne se plaint pas parce qu'il crève de faim, il se plaint parce qu'il veut qu'on croie. Voilà. La taille royale, la taille, c'était l'impôt direct, était très lourde. Celle qui faisait venir les sergents qui prenaient le plus clair des profits, sans faire exempter, était un sport national. Voilà. Donc, les rois n'ont pas été tendres en termes d'impôts, mais la répartition se faisait par le village. Mais le village ne décidait pas de combien il allait être taxé. L'impôt sera toujours injuste et aucune réforme n'aboutira jamais. Et ce sont toujours les plus petits qui paieront le plus. Ça, c'est une constante. C'est une constante. Voilà. Il ne faut pas dire que c'était. Alors, c'était mieux avant, ça c'est clair que c'est pire maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas idéal pour autant. Alors, Marion, il faut savoir. Oui. je vais en profiter. Je te coupe quelques secondes. Ouais. Étant donné qu'on parle d'impôts, donc Ouais. obligé de faire le lien avec la cagnotte. Donc, pour les personnes Vas-y, qui nous vas-y. écoutent et qui découvrent cette cagnotte pour la première fois, vous pouvez participer pour aider un agriculteur, Frédéric Ducantal, qui fait des produits bio. Il tenait, comme ça, je vous partage l'image qu'il a mis ce soir dessus sa cagnotte. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à Marion Sigaud et Frédéric de Pologne, ainsi qu'à tous les donateurs. Voici une photo du blé panifiable bio semé en octobre 2025 par mes soins. Celui-ci est dépourvu de gluten car c'est une variété de blés anciens. Il régalera vos papilles dès cet automne. Encore merci. Une des nombreuses activités que Monsieur Reynaud fait. Et pour toute personne qui n'ont pas encore participé pour aider la cagnotte de Monsieur Reynaud, et voilà, n'hésitez pas. Et j'en profite, tant qu'on y est, comme ça, avant que tu reprennes, ne perds pas le fil. Il y avait une question qui a été posée, qui est de Paquercé, qui demande comment survivaient les paysans et aussi nourrissaient les seigneurs et leurs prêtres pendant la peste noire, guerre de 100 ans, puis guerre de 30 ans. C'était l'épouvante. La guerre, c'est l'épouvante. Donc, si vous voulez faire l'histoire de la paysannerie en regardant ce qui se passait pendant les guerres, c'est absolument abominable. Les guerres, même la guerre de 100 ans, elle n'a pas duré tout le temps. La période de la guerre, c'est l'épouvante. C'est l'horreur absolue. Donc, la vie des paysans, c'est l'horreur absolue. Mais la vie des paysans, c'est la vie de tout le monde. Hein. C'est la vie de la population. La guerre, c'est la calamité. La guerre est une calamité, non seulement quand les troupes traversent le pays, mais également parce que même si elle se fait au loin, pour pouvoir payer les soldats pour les nourrir, il y a des réquisitions qui se font chez les paysans. Et c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Moi, je vous parle de la paysannerie en temps normal. Et la guerre n'est pas le temps normal. D'accord ? La guerre n'est pas le temps normal. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose qui va certainement plaire aux paysans d'aujourd'hui. Il était interdit de saisir l'outil de travail du paysan. Même si le paysan devait, on ne touchait ni à ses bœufs, ni à son lit, ni à ses vêtements, ni aux portes, ni aux fenêtres. Interdit de saisir le bœuf d'un paysan. D'accord ? Et parmi les abus que faisaient les seigneurs véreux là, à l'époque des grands jours d'Auvergne à Clermont, les seigneurs s'amusaient à saisir les bœufs des paysans. Et un paysan qui n'a plus son bœuf, pour compenser, d'accord ? Donc, le roi Louis XIV a interdit la saisie des bœufs. Interdiction de saisir les bœufs d'un paysan. On va expliquer ça aux CRS qui viennent tuer les vaches là.
interdiction. Alors, injuste ou pas injuste, il fallait payer une fois que le village était imposé. Et au village, tout le monde savait qui payait quoi. Tout le monde savait qui payait quoi. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie villageoise, j'entends. La vraie, Et toujours la communauté des habitants participera activement à sa répartition, qui n'aurait pu se faire en son absence. Alors, même au pire moment de l'Ancien Régime, jamais les Français n'ont payé autant qu'ils payent aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais on a payé autant. Alors, j'ai pas la proportion, je dois avoir ça quelque part, mais si je me mets à chercher, je ne fais plus la conférence. Donc, c'est incommensurable. La différence est absolument, absolument. Ah, bonsoir Nicolas. La différence, c'est du simple au centuple. Enfin, bon, alors, le village et le service des armes. Le village et le service des armes. La règle voulait que le paysan ne puisse pas porter les armes. Pourquoi? Parce que celui qui porte les armes, c'est son seigneur, il est là pour ça. Le paysan, il est là pour travailler la terre, et le seigneur, il est là pour porter les armes. Donc, la règle veut que le paysan ne puisse pas porter les armes, on est d'accord. Mais pour aider les communautés à résister à l'horreur que les soudards et les gens de guerre leur faisaient subir au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, les rois les avaient autorisés à s'armer en période de conflit, en leur faisant rendre les armes ensuite. Donc là, je vous parle du Moyen-Âge, je ne vous parle pas de l'époque qu'on appelle moderne. Donc, le paysan n'a pas le droit d'eux, mais de temps en temps, on lui donne le droit quand même. Le roi dit, bon, allez-y, armez-vous. Une chose est sûre, les paysans possédaient au moins un fusil, autorisé ou non. Les longues guerres forcèrent la monarchie à imposer d'une manière permanente un service militaire au village qui longtemps n'avait été contraint de fournir que de l'argent. Louvois, en 1688, a établi la milice qui fut l'ancêtre du service militaire. Donc, 1688, le roi dit, maintenant, il faut aller chercher des soldats dans la population. On va appeler ça la milice. Et c'est le village qui recensait lui-même tous les célibataires de la paroisse dont la taille était d'au moins 5 pieds. Tenez-vous bien, 1,65 m. C'était pas haut, hein, ils n'étaient pas grands, nos aïeux. Enfin, c'était au moins 1,65 m. Les habitants réunis en assemblée générale à la sortie de la messe devaient désigner ceux qui en feraient partie. C'est-à-dire que Louvois a dit, voilà, il nous faut des miliciens maintenant, pour le roi a besoin de soldats, il va mobiliser des paysans, vous allez désigner ceux des paysans, ceux parmi vous qui vont venir faire leur service militaire, enfin qui vont participer à la milice. Cette désignation répugnait tellement à tout le monde qu'on a fini par la remplacer par le tirage au sort 3 ans plus tard. Le tirage au sort se faisait dans un chapeau. Donc, on mettait dans un chapeau des bulletins blancs et un bulletin noir. Et tout le monde piochait, celui qui avait le bulletin noir, il était milicien. Voilà. L'armée faisait horreur à tout le monde. On a vu des émeutes, des cris, des peurs de jeunes gens menés de force au tirage. Mais alors, figurez-vous que c'était un service de réserve. C'est-à-dire que quand vous étiez tiré à la milice, vous pouviez passer tout votre service à la maison avec seulement des réunions, des revues périodiques de courte durée. Alors bien sûr, en cas de guerre, celui qui était tiré au sort partait au feu, mais il n'y avait pas la guerre tout le temps. Donc ils ne voulaient pas aller à la milice, ils ne voulaient pas aller à la milice alors qu'ils allaient passer le plus clair de leur temps chez eux, quoi. Le tirage au sort fut si impopulaire que de nombreux cahiers de doléances en 1789 en demanderont la suppression. Or, tenez-vous bien, le milicien, celui qui avait été tiré au sort pour être milicien, c'est-à-dire pour être soldat du roi, d'accord, il était exempté de la taille. La taille, c'était l'impôt le plus insupportable. Au moment du tirage au sort, la communauté lui versait une somme d'argent pour le consoler. Petit biquet, allez hop, on lui donne des sous. Puis chacun y mettait là pour le consoler. En tout, la milice n'a recruté que 10 000 hommes dans toute la France au milieu du XVIIIe siècle. Non, c'est pas 10 000 hommes, c'est 60 000. Je me suis trompé de chiffre là, c'est 60 000. En tout, la milice n'a recruté que 60 000 hommes dans toute la France au milieu du XVIIIe siècle. La Convention fera moins de manières pour enlever 300 000 en 1793. Hein? Jamais plus de 60 000, jamais plus de 60 000, et jamais plus de. Je vous dis, la moyenne, c'était quand même 10 000. Et la Convention, elle enlèvera 300 000, et la République viendra chercher tous les jeunes gens en pleine moisson en août 14, soit 3 780 000 hommes. Vous avez vu la différence entre l'Ancien Régime et le Nouveau? Maintenant, on va parler de l'école du village. Les sacrifices que la communauté s'imposa pour l'instruction de ses enfants étaient considérables. C'est la commune qui construisait, achetait et louait une maison d'école et qui subvenait à la rétribution des maîtres. Il y avait des écoles partout dans les villages depuis le Moyen-Âge. Un ambassadeur vénitien du XVIe siècle déclara qu'à cette époque, il n'y avait personne en France qui ne sût lire et écrire. Il se trompait, il restait des analphabètes, mais une minorité. La plupart des gens savaient lire et écrire puisque sous chaque clocher, il y avait une école et des clochers, il y en avait partout.
Il y avait plus de clochers que de villages, hein, beaucoup plus de clochers que de villages. Quand l'abbé Grégoire voudra supprimer le patois en 1790, il enverra des questionnaires sur l'état des campagnes. En Alsace et en Lorraine, on lui fit savoir qu'il n'y a pas de hameau dans cette dernière province qui n'est son grammairien. Peut-être un peu exagéré, mais quand même, ça dit ce que ça dit. Louis XIV avait rendu l'école primaire obligatoire dans tout le royaume jusqu'à 14 ans. Il avait fixé le salaire minimum du maître, comme il avait fait la portion congrue pour le curé. Il avait fixé le salaire minimum du maître et on avait fait une dépense obligatoire pour les communautés. Et c'est tout ce que le roi avait le droit de dire, de donner comme ordre. Le roi ne décidait ni des programmes, ni du salaire du maître. Enfin, si, il le décidait en minimum, mais le roi ne s'occupait de rien concernant l'éducation, sauf que le maître ne soit pas dans des trop mauvaises... Question, comment fait Marion pour trouver toutes ces informations qui ne sont pas dans le livre d'histoire? Elle lit toute la journée, Marion. Voilà, c'est bien, j'ai pu exposer les questions, elle s'en occupe toute seule. Je vais vous donner, je vais faire une petite pause, je vais vous donner le titre, le nom d'un auteur qui s'appelle Babo, c'est quoi son prénom? Oh, Babo, B-A-B-E-A-U. Oh, son prénom m'échappe. Babo, écoutez, Babo, B-A-B-E-A-U. Tous ces livres sont disponibles en PDF. C'est un historien du feu de Dieu, du feu de Dieu. Tous ces livres sont disponibles en PDF. Il a fait sur la ville, sur le village, il a fait sur l'école, il a fait sur... Allez voir, Babo, Babo, B-A-B-E-A-U. Vous allez trouver tout ça. Voilà. Alors, donc le roi, en quoi s'était-il occupé de l'école? Il avait fixé le salaire minimum du maître, et en avait fait une dépense obligatoire pour les communautés, et il avait ordonné que soit publiée tous les 3 mois la liste des enfants non scolarisés. Vous vous rendez compte qu'il y a des parents qu'on ne voit pas leurs enfants à l'école? Ouh les cornes, ouh les cornes. Fou ça. Les évêques exhortaient leurs curés à prêcher l'école en chair pour toutes les paroisses, pour tous, riches et pauvres. L'Église formait les maîtres, elle les approuvait et les surveillait. L'État autorisait la nomination et l'entérinait, mais c'est la communauté qui choisissait le maître et traitait avec lui et lui imposait son programme. Quel était le ministre de l'Éducation? Ça n'existait pas. Qu'est-ce que le roi voulait que les enfants apprennent? Ça ne le regardait pas. D'accord? C'est les parents, c'est la communauté qui décidait de ce que le maître d'école allait enseigner à leurs enfants. Jusqu'à la Révolution, c'est l'Assemblée générale des habitants qui nomma les maîtres d'école. Un curé écrit: le 19 du présent mois, sur l'invitation de l'un des syndics, j'ai annoncé au prône de ma messe paroissiale qu'il y aura le dimanche suivant, 26 aussi du présent mois, une assemblée générale des habitants à l'effet de procéder à l'élection d'un maître d'école et que tout et chacun des habitants était prié de présenter les sujets qu'ils croyaient capables de remplir le rectorat de la paroisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas facile de trouver un bon maître. Et quand on avait besoin d'un nouveau maître d'école, eh ben on disait il nous faut un maître d'école, et chacun était censé activer ses éventuels réseaux et ses éventuelles connaissances pour trouver un bon maître. On avait mis des affiches en ville pour tenter de trouver un maître, et c'était pas si facile. On a demandé au curé d'examiner les candidats, parce que le curé, il a quand même un cran d'instruction de plus, un gros cran d'instruction de plus que les paroissiens. Donc les habitants lui disent voilà, on a monsieur Tartampion là, est-ce que vous voulez le tester, nous dire est-ce qu'il vaut la peine, est-ce qu'il connaît bien. Donc et on l'a fait aussi examiner par une commission des habitants les plus instruits et par des notables. Voilà, alors on a un gars, alors on demande au seigneur, on demande l'avis au curé, on demande l'avis aux... Qu'est-ce que vous pensez de ce gars? Il est bien, bon, bah, on va le prendre. Alors, l'élection du maître, qu'on appelait le recteur d'école, aura lieu à haute voix. Tout se fait devant tout le monde, c'est la démocratie, c'est ça. S'il y a des réclamations, on demandera l'arbitrage de l'intendant, puis on convoquera une nouvelle assemblée générale. La nomination du maître était donc de la responsabilité exclusive des habitants, une fois pris tous les avis des personnes compétentes. Comment on prend une décision? On écoute les sachants, ensuite on exite les sachants, et entre soi on décide. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il était impensable qu'aucune autorité n'impose ni maître, ni programme, ni le roi, ni l'Église. Le roi n'a jamais imposé, et l'Église n'a jamais imposé un instituteur, un recteur d'école à quelque village que ce soit. On fixait son salaire, on fixait ses avantages. Par exemple, chez nous, voilà, si vous voulez travailler chez nous, on vous exemptera de la taille. Alors, le curé, il était, l'instituteur, le recteur, il était soumis à la taille, il fallait qu'il la paye. Si le village lui payait sa taille, ça veut dire que la taille serait répartie entre tous les habitants. C'est-à-dire que c'était une charge supplémentaire pour la commune.
Donc, c'était un cadeau qu'on lui faisait qui était sonnant et trébuchant. On lui donnait à la jouissance de certains communaux, ben voilà, vous pourrez aller prendre votre bois, un peu plus de ceci, un peu plus de cela que les autres, et on déterminait ses services. Alors, outre la classe, le recteur on pouvait lui demander de sonner les cloches, de conduire l'horloge, d'assister le prêtre dans l'administration des sacrements, de tenir lieu de greffier lors des réunions. Le traité déterminait la nature de l'enseignement, le nombre des classes et la durée des vacances. C'était dans le contrat. Alors, vous allez faire, vous allez leur apprendre à lire, à écrire, à compter. 1, lire, 2, écrire, 3, compter. Après, chanter. Puis si vous connaissez du latin, ah là, ça serait formidable. Alors, la durée des vacances, pourquoi? L'école fonctionnait essentiellement en hiver, parce que on est dans une société paysanne, en été, tout le monde sur le pont, les femmes, les enfants, tout le monde au champ. D'où l'invention des grandes vacances. D'accord? Les vacances d'été, c'était pendant les moissons. Donc, l'école fonctionne essentiellement en hiver. Alors, le matin, elle commence par la messe. Ensuite, lecture, écriture, arithmétique. Lecture du latin. Alors, on dit que la lecture du latin, c'est bon pour lire la messe. Ouais, allons donc. C'est bon aussi pour lire les vieux grimoires et les vieux titres de propriété qui sont entre les mains du châtelain. Parce que tout a laissé des traces et que la langue savante de l'ancien temps, c'était du latin. Donc, les contrats entre les anciennes communautés et les seigneurs étaient rédigés en latin. Et si on avait un gars au village qui était bon en latin, il pourrait nous rendre service en cas de bisbille avec le seigneur, d'accord? Donc, le latin faisait partie des choses que les gens voulaient que leurs enfants apprennent. On les faisait copier des textes sur une page blanche, voilà, l'écriture, voilà, apprenez à bien écrire. La demande était très forte d'apprendre à lire les vieux manuscrits. Alors, le déchiffrage de vieux textes pouvait être un argument d'embauche. Vous avez compris pourquoi, quand il y aurait des contestations de propriété. On voulait pouvoir lire les anciennes chartes des communautés, parce que tout était écrit dans l'ancien temps. Un accord entre le seigneur et le village, c'était écrit quelque part. Et si c'est écrit et qu'on ne sait pas lire, ce qui est écrit, ça sert à quoi de savoir écrire? Le paiement des gages du recteur d'école était assuré par les parents qui payaient en fonction de leurs moyens, et c'est l'Assemblée générale qui décidait qui paierait quoi. Les parents d'abord, et la suite, et le reste par la suite. Vous pouviez payer, même si vous n'aviez pas d'enfants, mais si vous aviez des enfants, vous étiez les premiers à payer. Aucune injonction ne venait de plus haut, sauf le salaire minimum imposé par le roi. Dans certains pays qui étaient pauvres, on pouvait payer l'instituteur en nature. Il aurait son bois, il aurait son poulet, son pain, son blé, voilà. Hors période scolaire, le maître se rendait utile à d'autres occupations à sa portée. Tous les instituteurs d'un doyenné étaient assemblés une ou deux fois l'an, mis à niveau et instruction de leurs devoirs. Mise à niveau, c'est pas mal ça, hein? La formation permanente, ça existait. Ils étaient interrogés par les évêques ou les archidiacres qui faisaient des tournées et interrogeaient aussi les enfants. Dites les enfants, qu'est-ce que vous avez appris là? Il ne sait pas lire celui-là non plus. Elle joue à quoi là pendant l'école? C'était l'inspection. L'inspection académique, c'était l'inspection des évêques qui allaient regarder comment ça se passait. S'il y avait des plaintes contre eux, ils étaient révoqués. Un village pouvait demander la révocation de son instituteur. Il est nul, il ne peut rien, il n'est pas bon, nos enfants n'apprennent rien, bim boum, trouvez-nous un autre. C'est pas trouvez-nous un autre, c'est débarrassez-nous de lui et aidez-nous à en trouver un autre. S'il refusait de déguerpir, les habitants s'adressaient à l'autorité pour l'obtenir. Voilà, monsieur l'intendant, voilà, machin, là, il fait pas l'affaire, on veut s'en débarrasser, il ne veut pas partir, aidez-nous. Les maisons d'école étaient soit données par les seigneurs, les curés ou quelques personnes généreuses. La majorité des maisons d'école étaient quand même l'affaire de la communauté et de ses seules ressources. L'intendant n'intervenait que pour les devis, les adjudications et les approbations de travaux, par exemple. L'intendant, il avait un côté très paternaliste avec les communautés. Si les communautés passaient des contrats pour des travaux, l'intendant veillait qu'ils ne passent pas des contrats avec des gens qui essayaient de les rouler. Hein, c'était vraiment l'intendant était il avait une approche très très protectrice des communautés villageoises. Les habitants s'imposaient de lourds sacrifices pour édifier ces écoles avec peu de moyens. L'école fut l'affaire de la communauté des habitants, qu'ils soient parents ou non. Elle dérangera les Lumières qui n'auront de cesse de demander qu'on les limite ou même qu'on les supprime. Voltaire voulait qu'on supprime les écoles. Ils ont besoin d'apprendre tout ça. Rousseau disait, c'est au fils du bourgeois d'apprendre. Le fils de paysan, il n'a pas besoin. La Chalotais, le grand magistrat breton, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre à lire, à écrire aux paysans? Bon, maintenant je vais vous parler de ce que mangeaient les paysans. Vous savez qu'ils mangeaient du pain noir. Le paysan, il se penchait sur la grille. Il mangeait du pain noir avec de l'eau plate. Tu parles. Alors, les ressources de nourriture des paysans étaient infinies. Alors, ils avaient du pain, évidemment, mais ils avaient aussi les châtaignes, toutes les variétés de pois, de fèves, de haricots. Personne n'était trop pauvre pour ne pas avoir des porcs qui retournaient la terre pour manger les racines et qu'on envoyait dans les bois, qui nettoyaient de toutes les jeunes pousses et des glands. Le saloir du paysan était plein de viande de porc, son cellier de jambon fumé.
Sa soupe au pain, évidemment, connaissait le lait, le beurre, la crème, le fromage, le lard, les légumes, le chou, l'oignon, la ciboule, l'ail, la laitue, la bête, le cresson, l'endive, la carotte, le persil, la rue. Le paysan mangeait-il les racines? Ben oui, il mangeait des carottes, des navets et des panais avant l'arrivée de la pomme de terre. Les arbres donnaient les fruits, les pommes, les noix, les noisettes. Qui n'avait de poux dont on consommait la viande une fois l'an et les œufs tous les jours? On buvait quoi? De l'eau plate? Tu parles, on buvait du vin, du cidre, on brassait sa bière. D'où croyez-vous que vient la gastronomie française, si ce n'est pas de la campagne? Les paysans mangeaient comme des rois. Faire croire que le paysan ne mangeait pas de viande est une plaisanterie, c'est ce que racontera Voltaire. Savez-vous que nous n'avons même pas la consolation d'un bouillon gras dans nos malheurs? Tu parles. La nourriture paysanne, je veux dire, ça débordait, quoi. Ça débordait. D'ailleurs, comment dans le même temps reprocher au clergé de lui interdire la viande pendant le carême s'il n'en mange jamais? C'était Voltaire, ça a dit. On interdisait odieusement la viande pendant le carême, mais s'ils n'en avaient pas, c'était pas la peine de leur interdire. Ça, c'est les contradictions de l'affreux Voltaire. C'est un autre sujet. Alors, faire croire que le paysan ne mangeait pas de viande est une plaisanterie. Les paysans étaient le sel de la terre, mais les calamités vont fondre durablement sur eux. Et là, la situation que je vous ai décrite, c'est la situation normale, mais la situation normale est bousculée par les calamités qui dévastent les campagnes à l'époque moderne. Les troubles n'ont pas cessé. Il y a eu les guerres de religion au XVIe siècle, protestants contre catholiques, et en avant-marché, que je te brûlais, que je te pillais, oh là là. La Fronde au XVIIe siècle, 4 ans de guerre civile qui laissait. La guerre civile de la Fronde, elle laissait 40 km dévastés au fur et à mesure que les troupes avançaient. 40 km, c'est long. Et les guerres de Louis XIV jusqu'au XVIIIe, ça a été de pire en pire. Le passage des troupes. Vous avez une armée en campagne qui traverse des villages. Mon Dieu, mon Dieu. Comment? C'est épouvantable. Exactions, pillages, terreur. Ces troubles ont opéré des renversements de fortune et de propriété. C'est-à-dire que pour se libérer du soldat pillard, des villages ont dû emprunter, s'endetter et vendre leurs précieux communaux. Les villages ont commencé à vendre leurs précieux communaux pour pouvoir régler les dettes, pour pouvoir se rembourser l'argent qu'ils avaient dû emprunter pour se libérer des pillards. C'est véritablement la guerre, la calamité. Et alors, ces changements vont causer l'arrivée des nouveaux seigneurs venus de la ville pour s'enrichir. Qu'est-ce que c'était que ces nouveaux seigneurs? Les nouveaux seigneurs, ce sont des gens qui viennent de la ville, qui sont souvent des magistrats, en tout cas des gens de justice, et qui disent: ah mais dites donc, le seigneur là il est parti, on va acheter la seigneurie, on va aller s'installer ou mettre nos gens à nous, et ils achètent la terre. C'est-à-dire que les anciens seigneurs qui étaient partie prenante de la communauté vont laisser la place à des nouveaux seigneurs qui n'ont pas du tout la même mentalité. Ces nouveaux seigneurs étaient souvent des magistrats qui allaient savoir gagner à tous les coups lors des procès que les communautés villageoises leur intenteraient. Avant, le paysan, le village, quand il faisait un procès au seigneur, il pouvait le gagner. Mais quand le seigneur est un magistrat, il ne va jamais gagner. C'est fini. Parce qu'il connaît toutes les ficelles et on ne peut pas être juge et parti. La communauté se rétrécit pour garder sa liberté, elle aliène ses communaux et se ruine progressivement. L'impôt se payait pour la résidence. Les nouveaux seigneurs ne résidaient pas au village. C'est bien, hein? Donc, moi, je suis seigneur du village X, mais j'habite à la ville à côté. Donc, quand l'impôt du roi tombe sur le village de X, X n'est pas là pour payer l'impôt, donc c'est le village qui va payer, le seigneur qui reste en ville, il paye pas. Par contre, pour récolter l'argent de la communauté, il est là. Pour participer, il n'est pas là. Pour récolter, il est là. La vieille communion entre le seigneur et les gens de la terre a disparu. Les nouveaux seigneurs vont être odieux. Le noble d'épée était infiniment moins oppresseur que le noble de robe. Le noble de robe, c'est le magistrat. La noblesse d'épée, c'est la noblesse qui se bat. C'est les seigneurs de l'ancienne formule. Et la noblesse de robe, c'est là. On est noble parce qu'on est magistrat. La robe, c'est la robe que porte le magistrat. Et les magistrats sont des bourgeois anoblis ou des bourgeois tout court. Voilà. Donc les juges et les bourgeois qui ont accaparé des fiefs à la faveur des troubles n'en seront plus les protecteurs, ils vont bientôt s'en révéler les ennemis. C'est-à-dire que maintenant, le paysan va avoir au-dessus de sa tête un seigneur odieux par définition. Et c'est les nouveaux seigneurs, ce n'est pas les anciens. Des milliers d'hectares de terre et de bois collectifs ont disparu pour rembourser les dettes. C'est le Parlement. Le Parlement, c'est le grand tribunal, c'est la grande cour d'appel, c'est le tribunal à Paris, la cour d'appel à Paris. C'est le Parlement qui a entériné les aliénations. Les juges étaient donc juges et partis. Les juges vont sur la terre pour l'accaparer, pour se faire de l'argent. La terre, avant, elle faisait vivre le paysan. À partir de maintenant, elle va enrichir le seigneur. C'est plus la même chose. Il y a une recherche de profit de la part du seigneur. Et
alors que les revenus de la terre étaient là pour faire vivre tout le monde. Qu'est-ce que je pense des misérables? Je n'aime pas Toto. D'accord. J'en profite pour te poser une question qu'on a posée plus tôt. Oui. Est-ce qu'il y avait une école obligatoire pour les enfants? Jusqu'à quel âge? Comment c'était Il n'y à avait pas l'époque? besoin de l'école obligatoire. Les gens se saignaient aux quatre veines pour mettre leurs enfants à l'école. Il n'y avait pas besoin de la rendre obligatoire. D'accord. Les gens faisaient tout pour que leurs enfants aient de l'instruction. Pourquoi veux-tu rendre l'école obligatoire? Mais je vais y venir. Pourquoi est-ce qu'on a rendu l'école obligatoire? C'est quand on a voulu retirer les curés et leur faire apprendre la République. Les parents, ils ne mettaient plus les gosses à l'école parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur mette du caca dans la tête. Donc c'est là qu'on a rendu l'école obligatoire. Mais pourquoi rendre obligatoire une école pour laquelle les parents se saignent aux quatre veines pour la payer? Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je reviens là, la situation qui se dégrade dans les campagnes. Les nouveaux seigneurs vont de plus en plus se manifester comme les ennemis de la communauté. Ils font suer le burnou, ils les taxent, ils sont devenus les ennemis. Et les paysans, maintenant, chaque fois qu'ils font un procès au seigneur, ils le perdent. Ils le perdent parce que le seigneur est plus malin, parce qu'il est magistrat, il est juge et parti. Donc, Louis XIV, avec Colbert, décida de sauver ce qui restait des communaux par des mesures drastiques. Alors, le 30 juin 1682, Louis XIV a fait éteindre toutes les dettes des villages. Vous devez de l'argent? J'annule la dette. Pourquoi? Parce que je suis le roi et que tel est mon bon plaisir. J'annule la dette des paysans. Les créanciers d'une communauté qui voulait intenter une action contre celle-ci devaient recevoir l'aval de l'intendant. Vous voulez faire un procès au village? D'accord, allez voir monsieur l'intendant. D'abord, je vais vous expliquer. Vous voulez quoi et à quel propos? C'est-à-dire que le roi met les intendants entre les seigneurs et la paysannerie pour sauver ce qui reste de la paysannerie. La grande usurpation des communaux n'a pas eu lieu. Le roi Louis XIV y a mis un arrêt en éteignant toutes les dettes. Mais l'intendant n'a pas pu se rendre maître du fouillis inextricable des droits seigneuriaux. Selon une ordonnance de 1669, le seigneur pouvait réclamer le tiers des bois, des landes, des marais et des prés qu'il avait concédés gratuitement et sans impôt à une communauté d'habitants. C'était le triage. Il allait servir contre les communautés et l'intendant n'y pouvait rien. Le Parlement y était le maître. D'anciens règlements donnaient aux seigneurs des droits absolument inouïs, que les précédents seigneurs n'exigeaient pas et que les nouveaux vont dire, écoutez, c'est dans la loi, maintenant vous allez nous donner le tiers de tout ça. La propriété paysanne sous sa forme collective ou individuelle a été atteinte et ça va ne faire qu'empirer. La nouvelle seigneurie s'installe. Les nouveaux venus ont acheté pour investir et gagner de l'argent. Ils ne résident pas à la campagne. Ils ne participent pas à la vie du village. Ils n'en partagent pas les charges. Ils dominent de l'extérieur. La terre est devenue un objet de spéculation. On achète pour revendre et pour revendre plus cher, évidemment. La rentabilité doit être croissante. On investit dans le grain. On a donc intérêt à ce qu'il soit cher. Or, la majorité des paysans achètent leur grain au marché et ne le produisent pas. Dans un village, vous n'avez pas une majorité de gens qui ont des champs de blé. C'est faux. Vous avez une majorité de gens qui ont des cochons, des vaches, des panais, des carottes, mais pas de blé. Le blé, ils vont au marché pour l'acheter. Or, le blé, c'est le pain. Le pain, c'est la base de la nourriture. Donc, si le blé devient trop cher, le paysan va se ruiner. Or, le seigneur, il dit, mais plus le blé est cher et plus je m'enrichis. C'est ça qui m'intéresse. Donc, les intérêts du seigneur et du paysan se mettent à diverger drastiquement. Alors, la majorité des paysans achetaient leur grain au marché et ne le produisaient pas. Ils produisaient tout le reste, mais le pain était la base. Et là, la nouvelle seigneurie va s'attaquer au pain. Cette intrusion étrangère va renforcer la cohésion du village. On déteste le nouveau seigneur qui vient profiter de la campagne sans rien donner. Et on va lui faire la vie dure. Oh là là, j'ai des trucs tellement drôles. Ces nouveaux seigneurs ont acquis des fiefs qui, à l'origine, étaient la propriété des bellatores. Rappel, les bellatores, c'était les belliqueux, ceux qui faisaient la guerre. Les nobles faisaient la guerre pour le roi, mais ils défendaient également le paysan contre le brigand. Ils portaient les armes pour lui. Les oratores, ceux qui priaient, c'était l'Église. En fait, en échange de la dîme, elle rendait tout le service public entièrement gratuit. L'éducation, le secours, la recherche, tout ça, c'était l'Église. Et c'était payé par les habitants. Et les laboratores, c'était les producteurs, paysans, ouvriers. Les nouveaux seigneurs n'étaient ni ça, ni ça, ni ça. C'était des parasites. Ni ils ne portaient les armes, ni ils ne travaillaient la terre, ni ils ne rendaient aucun service public. Marion, j'en profite, une question. Qui désignait les nouveaux seigneurs? C'était eux qui achetaient les terres. D'accord. Ils ont acheté les terres. Ils s'autoproclamaient seigneurs parce qu'ils avaient les moyens d'acheter les terres. Ils ont acheté des seigneuries. Voltaire était un nouveau seigneur. Voltaire avait acheté une seigneurie.
D'accord. Par Ouais, l'argent, si tu veux, à la suite des guerres, il y a eu des tels renversements de fortune, si tu veux, alors tu as des nobles qui ont quitté, ça ne les intéressait pas, et tu avais des magistrats qui avaient de l'argent, ils ont dit, bon, on va acheter des seigneuries. Et après voir un d'accord. seigneur en disant, bon, on vous l'achète votre truc. Et puis, ils avaient les Ah, moyens, ils avaient les moyens. c'est des usuriers, quoi, quelque part. Non, l'usure, c'est autre chose. D'accord. Non, je dirais pas ça comme ça, mais ça se rapproche, mais je dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que le nouveau seigneur, c'est un gars qui a dit, tiens, la terre, ça va nous rapporter, donc on va investir dans la terre. Donc ils vont voir les anciens seigneurs, il leur dit, voilà, j'achète votre seigneurie. Et une fois qu'ils ont acheté la seigneurie, ils n'y résident pas, ils continuent de résider en ville. Ils vont mettre un commis, un intendant sur place, un intendant à eux pour qu'ils s'occupent des rapports avec les paysans, et ni il va payer des impôts, ni il va participer à rien du tout. Par contre, pour faire suer le burnou, il va savoir faire. Voilà. Et alors, les paysans vont leur montrer tout leur mépris, mais ils ne peuvent pas aller voir les nouveaux seigneurs. Un seigneur se plaint du temps que les paysans emploient et disent « Le seigneur de Crécé ne peut souffrir les termes desquels se servent les habitants contre le respect qu'ils lui doivent. » Et alors, les paysans disent « Le respect qu'on vous doit, vous ne connaissez pas. C'est quoi le respect qu'on vous doit ?» Non, mais sans blague. Donc, la fermentation était générale et partout. On contestait certains droits seigneuriaux, on revendiquait des communaux, on exigeait de voir les titres de certains droits. On supposait qu'ils n'existaient pas, on demandait à les voir. Le seigneur, il dit, vous me devez tant. Il dit, vous pouvez nous le prouver? Où ça? Montrez-nous ça. Montrez-nous voir. On peut voir. Montrez. Le paysan, il veut bien payer, mais il veut savoir ce qu'il paye. Et s'il ne sait pas ce qu'il paye, il ne paiera pas. Mais alors, il ne paiera pas. Il n'y a pas moyen. À Autun, l'intendant apprend que le champard, c'est une redevance payée en nature, a été perçue par la force. Alors, des fermiers et des valets viennent les chercher avec des fusils. Les fermiers et les valets du nouveau seigneur viennent chercher le champard avec des fusils, et leurs chariots ramènent les blessés au milieu des gerbes. Ils sont fait recevoir par les paysans qui leur ont cassé la gueule. C'est pas simple d'être mauvais seigneur et d'être mal vu de la paysannerie. Le problème du bois, la majeure partie des villages en manquaient dramatiquement parce que le seigneur lorgnait sur les forêts pour installer des forges. Le bois, il est là pour servir les habitants. Mais les nouveaux seigneurs, ils ont besoin de forges. Et la forge, ça dévore. Le paysan va crever de froid pour que le seigneur puisse forger des trucs et des machins. Alors, qui avait des bêtes devait trouver du fourrage pour l'hiver et du pâturage pour l'été. Appauvris par les troubles, les paysans ont laissé se développer des friches qui intéressent les nouveaux seigneurs. Ah, il est en friche, là, ben, il est à moi. Allez hop, les prés ont été accaparés et partout on se plaint qu'ils appartiennent aux étrangers, aux seigneurs ou aux forains. Forains, ça veut dire les propriétaires non résidents. Il pouvait y en avoir en abondance, mais ça ne servait à rien si c'était hors de portée du cultivateur. L'usurpation des communaux s'est faite beaucoup sur les prairies. La récupération était presque impossible par la disparition des documents durant les guerres. Les guerres, ça brûle beaucoup de papier. On avait entendu dire que telle terre était autrefois commune, on ne pouvait pas le prouver. Les usurpateurs étaient trop puissants pour qu'un intendant puisse leur demander des comptes. Donc, on savait qu'il y avait du trouble, il y avait des prairies plus ou moins laissées à l'abandon. Le seigneur, il arrive, dit c'est à moi, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Et là, la haine, ça monte, la rage monte. La veine pâture dans les prés fauchés sauvait encore le paysan pauvre. Elle était devenue indispensable alors qu'avant, elle était un surplus. La veine pâture, c'était en plus. Maintenant, c'est devenu indispensable si on ne veut pas crever de faim. On l'a justifié au nom de l'équité naturelle et de la loi divine. Les prés seigneuriaux eux-mêmes n'en étaient pas exempts. Un contemporain dira, cela paraît d'autant plus juste que la veine pâture dans les héritages n'est point nuisible aux propriétaires et que par conséquent, il y a lieu de suivre la règle de droit ou plutôt l'équité naturelle qui veut que nous n'empêchions pas ce qui est utile aux autres sans nous porter préjudice. De plus, la loi humaine est conforme à la loi divine qui permet aux plus pauvres et aux passants de glaner le vin pâturage après la moisson. Eh bien ça sera bientôt un souvenir. Ces droits-là. Alors qu'on espérait une reconstruction paisible sous la surveillance inquiète mais sévère des intendants, de 1789 à la fin du règne, guerre et calamités climatiques vont se succéder. Ce sera l'horreur. L'horreur du siècle de Louis XIV, c'est pas que, vous allez voir, c'est une épouvante. Alors que la guerre contre les nations coalisées d'Europe ne se fait pas sur son territoire, la guerre n'a pas eu lieu sur le territoire, le peuple pâtit horriblement. Des soldats en maraude pillent les paysans et volent le bétail jusque dans les étables. Le paysan paye par tous les bouts, en impôts, en ravitaillement et en hommes. Des scènes de famine étaient visibles dans tout le royaume. Les familles se nourrissaient de racines et d'herbages. Le prince de Condé rapporte que tout le monde lui demande l'aumône et que la misère est effroyable partout où il passe. Mais attention, le grand hiver, c'est le bout de l'horreur. Exemple bourguignon, en septembre 1708, c'est le début du XVIIIe siècle, les semailles sont faites au milieu des pluies.
Il y a des froids vifs en octobre et soudain une grande douceur en novembre et en décembre. La campagne est verte et riante, on dirait un printemps. Le 6 janvier 1709, un vent de bise se lève qui, en moins de 2 heures, gèle les ruisseaux. Vous savez comment on fait geler un ruisseau? Vous savez ce que ça brasse d'eau, un ruisseau? Pas facile à faire geler un ruisseau. Un vent glacial dure 3 semaines. Après une courte accalmie, un nouveau froid glacial pendant tout février et mars. Avril voit des chutes de neige et un verglas qui achève tout. C'est l'épouvante. Les voyageurs mouraient dans les campagnes, le bétail dans les étables, les bêtes fauves dans les bois, presque tous les oiseaux furent tués, les vins gelés dans les caves. Vous savez qu'une cave, parce que c'est dur de faire geler une cave. C'est-à-dire une cave, c'est un abri. Une cave, c'est le lieu précisément où la température est constante. On faisait des feux publics pour chauffer les pauvres, la terre fut gelée jusqu'au vif. Le bois était insuffisant, la famine dura plusieurs mois, on mangeait de l'herbe. Les gens mouraient le long des chemins par milliers, les autres mangeaient du pain de fougère qui les faisait mourir aussi. Les dernières gelées du printemps achevèrent de ruiner les blés, les vignes et les arbres. Il n'y avait plus de noyers, les plus gros chênes explosaient sous le gel. Après le froid et la faim, les épidémies, les gens tombaient comme des mouches. Dans certains endroits, les 2 tiers des habitants avaient disparu. Les 2 tiers. Les maisons et les villages étaient désertés, la population avait baissé d'un quart. Un quart. Les hôpitaux épuisaient toutes leurs ressources. Décimée par le froid et la faim, écoutez bien, la population se remit à l'ouvrage et se sauva par les semailles de mars, orge, avoine et blé de Turquie, c'est comme ça qu'on appelait le maïs, et légumes. Écoutez bien, jamais on n'avait vu la terre si bien cultivée. C'est le miracle paysan français. Après le grand hiver qui fut l'épouvante, on pourra dire jamais on avait vu la terre si bien cultivée, parce qu'on a fait entre mars et avril. Non pas, c'est mars et avril, non après. Oui, les semailles de mars. Donc, pour juin, juillet, la récolte était magnifique. Il fallait de nouveau, mais il allait falloir payer les semences dont les prix avaient grimpé et de nouveau emprunter. Les vignes étaient perdues. On n'avait jamais vu un pareil désastre. La crise se prolongea longtemps par la cherté et la rareté partout. Au sortir du grand hiver, les paysans étaient plus pauvres et endettés que jamais. Certains vendirent jusqu'à leur lit pour acheter du pain. Les campagnes étaient désolées par le brigandage, on ne pouvait plus voyager. Le brigandage des percepteurs d'impôts n'était pas le moindre. La poursuite de contribuables fut impitoyable alors que les gens étaient exsangues. En 1712, 13 et 14, les malheurs continuèrent, mauvaise récolte, gel, inondations, épizooties qui emportent celles des bêtes qui ont passé l'hiver. On n'avait plus ni bœufs ni vaches, on n'avait jamais vu ça. La campagne allait-elle se ressaisir? Écoutez bien, en 1724, un intendant affirme que jamais la campagne n'a été aussi prospère. Les campagnes françaises étaient d'une richesse humaine inouïe, elles se remettaient à chaque fois de calamités indicibles. Les paysans étaient appauvris, mais encore chez eux. Ils avaient perdu quantité de communaux, mais il en restait encore beaucoup. Ils étaient restés attachés à tous les usages collectifs que leur avaient légués leurs aïeux, mais ils étaient désormais assiégés par une seigneurie d'un nouveau type qui lorgnait sur ce qu'elle n'avait pas déjà encore usurpé. Dans les bois, les forges dévoraient la forêt, elles dépeuplaient aussi les villages en embauchant de la main-d'œuvre dont on avait besoin pour la terre. Le prix du bois avait triplé en 20 ans, pas les revenus des paysans. Vers 1727, les bourgeois vinrent prendre la direction de la vie agricole. On connaît leur projet, s'enrichir. Les bourgeois, c'est ce qu'ils savent faire. Les alcades, c'est-à-dire les juges de paix, les dénonçaient clairement. Ils s'emparent de tout le commerce, ils font des profits qui étaient attachés et ruinent le paysan. Ici, un chirurgien, là, un avocat deviennent fermiers. Ils ont acheté de gros domaines qu'ils ont payés fort cher et ils entendent en faire ce qu'ils veulent, comme les enclores, par exemple. En 1729, le comte de Charny fut obligé de sévir contre un riche forain qui avait fermé un pré, bouchant de ce fait le passage de l'église. Un tel exemple étant suivi, les pauvres ne seraient plus envoyer leurs bestiaux se plaindre Seigneur. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de clore les champs, pour que la population puisse circuler. Celui-là défend encore les intérêts des paysans, mais pas tous. Quand ils arrivèrent, les nouveaux seigneurs fouillèrent pour ressortir d'anciens droits qu'on déterra jusqu'en 1386. On examina tout, il n'y avait pas de petite redevance. En 1742, un seigneur réclama une coutume d'avoine selon le terrier de 1474. Il y a 300 ans, vos aïeux, ils ont décidé que maintenant vous allez me payer. Ils firent appliquer à la lettre quantité d'obligations tombées en désuétude comme un droit de corvée qui n'était pas appliqué. Une communauté proposa à son seigneur de payer 10 500 livres pour racheter tous les droits seigneuriaux. Un village éteignit la banalité du four moyennant la cession d'un bois, un autre moyennant une rente de 30 livres. La justice se faisait de plus en plus rigoureuse. Un rentier d'un moulin qui n'avait pas payé la rente de 30 livres se vit reprendre le moulin par la dame du domaine.
Ici, on retire le droit de bois mort. Là, on interdit l'accès au bois et on réclame une amende de 300 livres plus 300 livres d'intérêt. Un seigneur fit un procès pour avoir trouvé des bêtes dans ses bois. Il a trouvé des bêtes dans ses bois, il fait un procès. Si les paysans se plaignent, eux, d'un mésus, on appelle ça un mésus, hein, des bêtes prises là où elles doivent pas, ça s'appelle un mésus. Les paysans se plaignaient, eux, d'un mésus insignifiant portant sur 20 sols, et hop, un greffier et 2 experts viennent et se faisaient payer 10 livres par jour à la charge de celui qui avait subi le dommage. Allez porter plainte. Vous vous rendez compte? Devant tant de dépenses, on regardait à 2 fois avant de se plaindre. Dans leur détresse, certains paysans renoncèrent à certains droits. Quand il y avait des procès, ils les perdaient. C'est le pot de terre contre le pot de fer. La seigneurie agressive réussit à obtenir tout ce qu'elle voulait. Faute de pouvoir montrer les titres de concession que leur avaient fait les représentants, les précédents seigneurs, les habitants perdaient. Souvent, les communautés n'avaient pas payé ce qu'elles devaient et l'ancien seigneur avait laissé faire par négligence. Puis soudain, le nouveau venu réclama des arriérés. On a vu réclamer 29 années d'arriérés en dette et âme. 29 années. Mais les vraies usurpations furent rares. En fait, les seigneurs étaient inquiets et surveillaient de près les droits dont ils vivaient désormais. Le renouvellement des terriers. Les terriers, c'était le registre des terres et des contrats liant les seigneurs. Donc, les renouvellements des terriers se multiplièrent et les seigneuries ecclésiastiques ne furent pas en reste. Cette réaction seigneuriale n'était pas nouvelle, mais intense. Et là, les paysans organisèrent la résistance. Un sergent alla au nom du seigneur réclamer à un village 29 années de taille et la déclaration des héritages. Il trouva tout le village assemblé, hommes, femmes, garçons et filles, si menaçant qu'il rebroussa chemin. On le poursuivit jusqu'aux portes du château. Ils nous ont dit que nous étions des bougres de chiens qui ne devaient rien à la seigneurie, que jamais huissier n'était entré au 10 villages sans être assommé et qui nous offraient des mêmes avant que de sortir. Dans certains coins, les sergents et les huissiers ne s'aventuraient plus dans les fermes isolées. Au village de Charmois, un rentier, c'est quelque part en Bourgogne, un rentier refusa sa cote de taille en 1750 en disant qu'il ne devait rien à sa majesté. L'huissier prononça la saisie et la famille entière se jeta sur lui, le traita de voleur et d'assassin et appela les charbonniers de la forêt voisine qui accoururent avec des pieux. Aller chercher des redevances chez les paysans, on était reçus quand même. En 1735, les chanoines d'Autun allèrent lever leurs redevances accompagnés de la maréchaussée. La rébellion était partout. Ici, on cassa le fusil du procureur avec des cognets alors qu'il voulait enlever injustement du bois. Là, un justiciable répondit au juge qui lui demandait de prêter serment en levant la main qu'il la lèverait pour cueillir des prunes. Levez la main droite et dites, je le jure, je ne lève la main droite que pour cueillir des prunes. Ah non, mais ça résiste, la paysannerie. Les anciens seigneurs avaient traditionnellement leur banc à l'église et un nouveau seigneur exigeait un jour d'en avoir un aussi. Les paroissiens le lui accordèrent, mais l'enduisirent de suif et de cendre, et il dut quitter la messe pour aller changer sous les nazis. Quand ils se sont assis, ils ont glissé les cas de fer en l'air. Quand ils se sont relevés, ils avaient dit, enfin bon, ils étaient tout dégueulasses. Marion, Un autre avait exigé d'être aspergé à part et non avec les fidèles. Le curé attacha une queue de cheval à son goupillon et noya sa perruque toute neuve. Un autre avait tellement trempé la dame du seigneur qu'elle avait dû rentrer se changer. Vous imaginez que le village se fendait là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient pliés de rire, quoi. Les nouveaux seigneurs qui venaient leur donner des ordres, qui partaient sous les lazis avec la perruque noyée. Enfin voilà. Un seigneur exigea du curé qu'il l'encense séparément des paroissiens et le curé refusa. Écoutez bien, le seigneur le poursuivit en justice pendant 26 ans. 5 arrêts successifs obligèrent le curé à obtempérer. Il n'obéit à aucun. Il n'a jamais voulu encenser le seigneur en dehors des autres paroissiens. Il a obtempéré quand même au 6e, au bout de 26 ans. Derrière le seigneur aux aguets s'organisa la résistance à ce qu'on commença à nommer la barbarie gothique d'une paysannerie grossière et arriérée. Pour tous ces gens-là qui veulent s'enrichir sur le dos des paysans, les traités d'abrutis et d'arriérés, c'est un sport national. Un vaste mouvement vers la modernité va tout remettre en question. On ne voulait plus s'approprier les communaux, on préparait la clôture et la fin de la vaine pâture. On voulait plus que s'approprier, pardon. On voulait la fin de la clôture et de la vaine pâture, c'est-à-dire que les nouveaux seigneurs veulent la fin de la paysannerie française. La liberté était en marche, c'est la liberté des marchands, la liberté des riches, la liberté des possédants. On appellera ce mouvement le mouvement des Lumières. Les Lumières et les physiocrates. On a vu que les nouveaux seigneurs bourgeois ou anoblis qui avaient investi dans la terre se retrouvaient de facto vendeurs de grains et avaient intérêt à son haut prix. La protection du consommateur était contraire à leur intérêt. L'intérêt du consommateur, c'est que le blé soit bon marché. L'intérêt du nouveau seigneur, c'est qu'il soit le plus cher possible. Ils ne voulaient pas être assujettis aux obligations du village et ils ne résidaient pas. Ils avaient investi et voulaient que ça rapporte. Le fossé était infranchissable entre eux et les paysans. Ça ne les empêchera pas de parler en leur nom. Voltaire disait « Moi qui cultive la terre, moi qui suis laboureur ». Voltaire cultivait la terre.
N'importe quoi. C'est là qu'apparut la doctrine physiocratique, une théorie oiseuse de Salonard sur le pouvoir de la nature. Physiocratie, le mot est de Dupont de Nemours, la chose est de François Quesnay. François Quesnay était le médecin personnel de Madame de Pompadour, la maîtresse du roi Louis XV. C'était un charlatan intégral qui voulait démontrer les évidences. Si la chose est évidente, pourquoi voulez-vous la démontrer? C'était un faux savant qui dissertait sur le changement de poids d'un morceau de viande mis à sécher. C'était un théoricien du laisser-passer, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Les subsistances étaient au pays ce que le sang est à l'organisme, il fallait le laisser circuler. Il présenta au roi un tableau économique plein de flèches, c'était abstrait, incompréhensible, mais évident. C'est Majesté, laissez le blé circuler. Les physiocrates vont être les maîtres à penser de ces nouveaux propriétaires. Leur théorie naît dans les salons à la mode où on refait le monde en chambre. On se veut éclairé, moderne, sage, raisonnable, philosophe face à un monde obscur, rétrograde, imbécile, en un mot chrétien. Les paysans, c'est des contes chrétiens. J'ai dit un gros mot, pardon, excusez-moi. Bref, tout c'est pas de l'athéisme, hein, tout ce mépris pour le christianisme des petites gens va s'exprimer à ce moment-là. 1745, c'est le début du règne de Madame de Pompadour, c'est là que les lumières vont s'allumer et vont tout bouleverser. Il va y avoir rupture avec la politique de Colbert. On ne parle plus de communauté, maintenant on va parler rendement, produit net, investissement, bénéfice, profit. Voilà, et c'est parti. On singe l'Angleterre qu'on voit comme le paradis. Alors, certainement, l'Angleterre était le paradis des riches, mais pas des autres. Les Anglais ont remplacé un monde où il était impensable de s'enrichir sur le dos du voisin en vendant trop cher par un monde où la propriété annihile tous les devoirs sociaux. Je fais ce que je veux avec mon argent, j'ai raison d'en vouloir plus, et de plus en plus. Voilà, c'est la nouvelle morale. Au milieu du XVIIe siècle, le Parlement anglais avait libéré le propriétaire capitaliste. Un siècle plus tard, c'est le tour de la France. La physiocratie voudra l'organisation de la hausse du prix du grain annoncée comme devant tout résoudre. Ils veulent déréglementer. Ça vous rappelle quelque chose? Non. Rappel à propos du marché du grain. Le grain ne pouvait être vendu qu'au marché le plus proche de là où il avait été cultivé. La population se servait avant les professionnels et les marchands prenaient ce qui restait. Il était interdit aux marchands de vendre plus cher que le prix de départ. Ils devaient montrer patte blanche à la police des grains. Un marchand qui circulait avec du grain sans origine licite se voyait tout saisir. Quand les circonstances faisaient hausser le prix du grain, l'autorité autorisait la taxation. Fixer un prix par la négociation entre tous les partis, ça s'appelle taxer ce prix. Personne ne devait en sortir lésé. Le prix taxé devenait obligatoire. La taxation avait ses racines romaines et bibliques, elle se pratiquait dans toute l'Europe. La taxation, c'est la fixation du taux au-dessus duquel il est interdit de vendre un produit. La taxation était toujours exceptionnelle. Elle était exceptionnelle. Ce n'était pas la façon de faire habituelle. Mais en cas de coup dur, quand le blé devient trop cher, l'autorité royale taxe pour interdire que le peuple meure de faim. Et la taxe se fait par la négociation qui interdit également que le marchand soit ruiné. C'est toujours une mesure négociée. Pour les physiocrates, oui. Je vais rattraper deux questions qui sont en attente et que les gens voulaient répondre. Une première qui demande, lorsqu'il y a des guerres, les seigneurs qui s'engagent pour les guerres, est-ce que c'est le roi qui décide ou est-ce que c'est le seigneur qui décide? Comment c'est constitué à cette époque? Attends, le seigneur, il a ses privilèges parce qu'il obéit au roi, il va à la guerre. D'accord. Le seigneur qui est militaire. Les nouveaux seigneurs, ils vont pas à la guerre. Les nouveaux seigneurs, ils vont pas à la guerre. Ce sont les nobles qui vont à la guerre. Et ensuite les miliciens. Le seigneur, il a pas le choix. Hein. Tu sais, le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à la sortie de toutes ces guerres qui ont ruiné la France, le palais de Versailles, c'était le défilé des éclopés. Les seigneurs qui étaient partis à la guerre revenaient avec un bras en moins, un doigt en moins, une jambe en moins, un œil en moins. Ils payaient l'impôt du sang. Les seigneurs, alors on disait que les riches nobles ne payaient pas d'impôt, ils payaient l'impôt du sang. Et y a-t-il des noms qui sont ressortis de ces nouveaux seigneurs? Est-ce qu'il y a des noms connus? Je pense à un certain Voltaire, par exemple. Je sais pas. Voilà, la réponse à la question. Au débeauté. Mais oui. Voilà. Oui, donc, tout à fait. Allez. Alors, pour ce qui concerne les prix, pour les physiocrates, donc ces nouveaux salonards, ces nouveaux intellectuels, les prix, il faut laisser faire les prix par la loi de l'offre et de la demande. Les physiocrates disent la taxation, c'est du vol.
taxer un prix pour empêcher qu'il monte, c'est voler le malheureux propriétaire. Ils étaient ouvertement hostiles à la communauté villageoise. Les physiocrates haïssaient la communauté villageoise. Ils promouvaient l'entreprise capitaliste et la liberté qui va avec. Ils disaient il allait permettre la liberté va permettre la relance agricole qui résoudra la crise. On va résorber la dette par un enrichissement général, tu parles. Mais ça, moi, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps. Il n'y a qu'à laisser faire les prix, tout le monde va s'enrichir. Ben voyons, on a vu comment. Hein? S'il n'y a plus de règles, tout le monde va s'enrichir. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, les physiocrates voulaient que tout le monde puisse faire commerce du grain, même les nobles. Les physiocrates condamnaient les communaux, la vaine pâture, le glanage. Ils prêchaient l'individualisme agraire. Ils disaient que il voulait empêcher que le grain soit à un prix qui décourage le cultivateur. Pour ces gens-là, le cultivateur qui va penser qu'il ne va pas vendre son grain assez cher va être découragé de le cultiver. Ils ont vu jouer ça où? Où ont-ils rencontré un paysan qui dit « Ah non, le cours du blé n'est pas assez haut, je reste au lit ». Ils ont vu jouer ça où? Ça n'a pas de sens. Le bas prix des céréales est la vraie cause de la disette. On travaille moins quand on pense qu'on va gagner peu. Mais ils ont vu ça où? Ça, c'est leur théorie. Ils ont vu jouer ça où? Vous savez, ils sont en circuit fermé, ils se racontent, bah oui, mais que tu comprends, moi si tu ne me payes pas assez, je ne vais pas travailler. Et plaquent ça sur la paysannerie, mais qui n'avait rien à voir avec ça. Ils disaient la hausse du prix des produits provoquera celle de la main-d'œuvre. Ils disaient, les physiocrates, quand le prix du blé augmentera, les salaires augmenteront. Ils ont vu jouer ça où? Ils ont vu jouer ça où? Attends, tu as un ouvrier, le prix du pain augmente, tout de suite, tu augmentes ton ouvrier, toi? Oh, mais c'est des malades. Ce sera l'illusion répétée ad nauseam. Il dit mieux payés, les manouvriers gagneront aux affaires qui marcheront. Ça n'a jamais été vrai. Les pauvres allaient juste s'appauvrir, les riches s'enrichir. La conclusion de la physiocratie, c'est qu'il y aura plus de pauvres et les riches seront de plus en plus riches. Le problème du roi, c'était la dette. Les riches s'obstinèrent à faire capoter toute tentative de réforme fiscale qui les ferait payer. Un anonyme a écrit « C'est une triste vérité dans l'administration et qui blesse continuellement les yeux et le cœur des administrateurs que les riches qui ne veulent jamais souffrir que leur part de la charge commune soit proportionnelle à leur force, qu'ils mettent tout en œuvre pour la rejeter sur les misérables et qu'ils n'y parviennent que trop souvent. Ces gens-là ne veulent jamais payer d'impôts. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est mieux quand c'est les autres qui payent. » Ça n'a pas changé en tout cas. Hein, ça rappelle quelque chose. Mais on parle des nouveaux seigneurs, on ne parle pas des anciens. Le roi abandonna l'idée de réforme fiscale au profit d'une nouvelle expérience, laquelle, pour résorber la dette, le roi n'avait plus qu'à se rabattre sur la seule solution proposée, augmenter ses revenus par l'augmentation des revenus de la terre, par le libéralisme. Marion est allergique, j'ai pas vu. Marion est allergique ou quoi aux j'ai pas vu. Aux injustices, c'est son point fort. Donc, on a dit au roi, vous pouvez pas taxer les riches, vous ne pouvez pas imposer les riches, donc on va vous donner une autre solution, vous allez augmenter les revenus de la terre. Mais, Majesté, si la terre rapporte beaucoup, comme vous allez collecter des impôts sur la terre, vous allez vous enrichir. Dit le roi. Et comment on va augmenter les revenus de la terre? Par le libéralisme. Alors, 1763 vit la première expérience libérale, on laissa filer les prix, on demanda à la police de ne rien faire et des émeutes éclatèrent partout. En 1764, on exempta de taille pendant 20 ans quiconque dessécherait des marais. Donc, les paysans n'auraient plus de quoi faire boire leurs bêtes, parce que les marais, ça sert aussi à faire de la réserve d'eau pour les bêtes. Les marais étaient aussi des réserves d'oiseaux et de poissons. Souvent, ils avaient été creusés à main d'homme, et les nouveaux seigneurs en font des terres à blé. Donc, le paysan, il ne peut plus faire paître ses animaux, mais le seigneur, avec ce qu'il a desséché, il va faire de la terre à blé. Les nouveaux seigneurs, alors, toute terre dite inculte est récupérée pour le blé. Mais ce qu'ils appellent une prairie, ce n'est pas un culte. Je veux dire, les bêtes broutent dedans. Ah ben c'est un culte, on va faire du blé. Où fera-t-on brouter les bêtes s'il y a du blé partout? Quantité de communaux étaient saisis par les nouveaux propriétaires qui clôturaient leurs champs. Si les champs sont clôturés, il n'y a plus de parcours, on ne peut plus traverser, donc on ne peut plus avoir de troupeaux. Mais c'est la calamité. La gratuité se réduisit, le pauvre s'appauvrit, le riche saisit tout ce qu'il pouvait, les bois, les paquis, les buissons, les broussailles. Des habitants, c'est une citation, des habitants s'étaient crus autorisés à s'emparer de toutes les terres trouvées sans culture contre le gré des propriétaires. Ils ont porté la licence jusqu'à rompre les paquis communs destinés à la nourriture des bestiaux, couper les haies qui servaient de clôture, déraciner et enlever les plants de bois et broussailles destinés à nourrir la nourriture du bétail. Un subdélégué écrit « Les plus riches, les plus en état de faire des avances nécessaires pour les défrichements se les partagent et les pauvres, toujours en plus grand nombre que les aisés, se trouvent privés de la seule ressource qu'ils avaient pour la nourriture de leurs bêtes, l'unique ressource de ces malheureux habitants. On ne sait plus où conduire le bétail. »
Plus grave encore, les terres défrichées sur les hauteurs sont entraînées dans les vallons. C'est la désertification des hauteurs. Des associations de notables se formèrent, maîtres de forge avec échevins et seigneurs, pour enlever en bloc de vastes prairies. Les domaines s'accrurent et l'augmentation de la production de grains réduisait les pâtures alors que l'amélioration des routes provoquait un renforcement de la demande de foin. Ben oui, si vous avez des meilleures routes, vous avez plus de circulation, plus de chevaux, plus de cheval. Le paysan pauvre devint misérable, le paysan suffisant devint pauvre et le paysan riche s'enrichit encore. On vit un particulier faire voiturer 800 voitures de bonne terre des communaux en direction des siennes. Il y a de la bonne terre sur les communaux, allez hop, on racle, on met ça dans les charrettes et on emmène ça chez moi. Pas bête, hein? Je fais ce que je veux, je suis propriétaire. L'intendant de Bordeaux écrit en 1765 « Cette cherté qui ramène infailliblement l'abondance par l'attrait du grain peut bien exciter les plaintes de quelques personnes de la populace livrées à la misère parce qu'elles le sont de la fainéantise. » Vous voyez, vous vous rendez compte ce qu'on raconte? S'ils sont miséreux, c'est parce qu'ils sont feignants. Mais les plaintes de cette espèce ne méritent que du mépris. L'intendant n'était plus le représentant du roi dans la province. Les nouveaux intendants étaient devenus les représentants de la province auprès du roi. Ils étaient très souvent contaminés par les Lumières et ils étaient francs-maçons. Et ils développaient les idées nouvelles à travers l'horloge. Ils défendaient désormais les intérêts des nouveaux propriétaires en disant défendre ceux de la paysannerie. Et le roi sera dupé. J'ai bientôt fini. La poussée physiographique avait augmenté les procès et la cherté générale avait augmenté tous les prix. Tout cela avait enrichi la basoche, avocats, notaires, juges, procureurs. Ils seront les députés du tiers-État à la Révolution. Vous avez compris? Ceux qui prétendent représenter le peuple, c'est eux. Un litige portant sur une somme de 7 livres en coûterait désormais 162. Allez vous plaindre à la justice quand vous appliquez quelque chose. Les plaintes des paysans se mirent à pleuvoir. On n'arrivait plus à atteindre les mares pour les bestiaux. On n'avait plus d'herbe pour le fourrage. La cherté était bonne pour les riches et dure aux pauvres. Elle progressait au gré des lois mystérieuses et dans la paix. On voyait apparaître une nouvelle misère qui n'était ni la guerre, ni le climat, et qu'on ne justifiait pas. C'était juste le progrès, c'était les Lumières. Les paysans attaquèrent, femmes en tête. Un marchand avait obtenu l'autorisation de clore sa prairie. On s'assembla et on brisa ses haies dans la nuit. On y amena les chevaux. Le marchand voulut les chasser, mais les jeunes gens qui les gardaient s'y opposèrent, disant qu'ils étaient chez eux dans la prairie publique, qu'ils avaient rompu les clôtures et qu'ils les romperaient encore. Les Lumières se déchaînèrent. Un savant et académicien écrivit que tous les habitants des villages, artisans, curés, maîtres d'école, tous les petits et les pauvres, étaient partisans de la suppression de ce qui gêne l'agriculture. La propriété n'est-elle pas le plus sacré des droits? Il inventait. Spéculation intellectuelle coupée des réalités du terrain. Le journal économique de novembre 1769 écrit « La vaine pâture incline à la fainéantise et les rendements étaient plus forts sur des terres encloses. » Menteurs, ce sont des inventions. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. C'était devenu pire qu'au temps du servage. Et là, je reviens à la question qu'on m'avait posée. On fit remarquer que ces fameux esclaves, les serfs, cultivaient les terres pour leurs maîtres qui fournissaient à tous leurs besoins. Ils ne payaient aucune redevance, ils ne manquaient jamais de travail, les plus laborieux obtenaient des récompenses et les mendiants étaient inconnus. On aura tout dit en vain. Les Lumières voulaient avoir le dernier mot. Ce fut le triomphe de la bourgeoisie individualiste et indépendante. L'argent était leur roi. On venait d'entrer dans l'ère de l'individualisme agraire. Ce fut le triomphe des Lumières. Marion? Bilan de la physiocratie. J'ai fini. C'est ma... Non, oui. Oui. Non, j'écoute la question. Les paysans étaient-ils attachés à la noblesse? Ben, ça dépend quelle noblesse. C'est ce que j'explique. D'accord, oui. C'est ce que j'explique. Les nouveaux nobles sont des faux nobles. Mais les nobles que les paysans sont allés chercher, par exemple, en Vendée, c'était les vrais. Il y avait les nobles avaient beaucoup quitté la terre pour rejoindre le roi à Versailles, parce que quand ils avaient été turbulents, le roi avait voulu les tenir en lisière, et à force de les tenir en lisière, pour les tenir mieux en lisière, il les avait amenés à Versailles. Donc, il laissait le territoire vide, quoi. Et c'est là que les nouveaux seigneurs leur avaient proposé de racheter leur seigneurie. Donc, les seigneurs lesquels? Les seigneurs lesquels? Il y a des seigneurs qu'on haïssait, et il y a des seigneurs qu'on chérissait. Voilà. Alors, voilà, je suis à l'avant-dernière page. La dureté de la vie du paysan, le bilan de la physiographie, la dureté de la vie du paysan était due au ciel, aux impôts et aux guerres. Jadis, pour la première fois, le paysan peinait à trouver des terres ou à mener sa charrue. Il avait froid, il n'y avait plus de bois. Chaque hiver, la consommation du riche, doublée et quadruplée par un luxe destructeur, resserre la consommation du pauvre et le livre sans pitié à la rigueur du froid dont il n'a plus les moyens de se garantir. Hier encore, il se chauffait gratuitement. En 30 ans de temps, le paysan qui se chauffait se gèle.
Il y a l'aggravation de l'endettement du paysan avant 1760. Ça, c'est un curé qui parle, je crois. Avant 1760, les plus pauvres gagnaient à la sueur de leur front le pain qu'ils mangeaient tranquillement parce qu'ils payaient ce qu'ils devaient et ne contractaient point de dette. À présent, tout le monde est débiteur du Seigneur. La liquidation de la petite propriété réduit les paysans à être de simples manœuvres et des tâcherons chez les autres, alors qu'avant ils étaient maîtres chez eux, collectivement. Les riches rachetèrent tout à bon compte. La misère paysanne se fit effroyable. La révolte était à son comble. Un attroupement contre un chirurgien en closer. Un chirurgien en closer, c'est un chirurgien qui arrive de la ville, qui achète un terrain et qui fait une clôture et qui dit « Vous passerez pas chez moi. Je vais le mettre chez moi. » On lui a brisé ses clôtures, on a fait un lâcher de bestiaux, on a mené les bestiaux dans un bois militairement, à main armée, menaçant de tuer et d'écraser quiconque s'y opposerait. Les paysans prennent les armes et prennent les armes. Leurs armes, c'est leur fourche, leur pioche. Hein. Ils n'avaient pas de fusil pour ça. Le bouleversement s'est fait en une génération. Écoutez bien le témoignage d'un curé. Il dit la paroisse, il n'y a pas 30 ans, n'avait pour habitants que de bons propriétaires et bons cultivateurs. Il y a 30 ans. On arrive à la veille de la Révolution. Il y a 30 ans. Le commerce du bétail fleurissait, tout y était dans une petite aisance suffisante à l'habitant, le pauvre y trouvait des ressources, s'il était malade, il recevait des secours des gens commodes, il avait de quoi faire valoir son travail, il amodiait pied et terre à un prix honnête, mais pendant ce temps, cet heureux temps n'est plus, cet heureux temps n'est plus, ces bons propriétaires étaient aujourd'hui dépouillés de tout, au point qu'il ne restait pas le quart des biens-fonds aux gens du lieu. Les fonds ont été vendus aux seigneurs, aux bourgeois des villes voisines, d'où ils ne reçoivent pas le moindre secours. Au contraire, ils amodissent très cher, ils ruinent les fermiers. Encore faut-il le dire, les impôts tels que la taille et la capitation qui étaient jadis imposés sur le propriétaire à raison de ces fonds étaient restés à la charge de la paroisse qui payait pour une chose qu'elle ne possédait plus. Quand les États généraux furent convoqués pour réserver une dette qui n'a jamais faibli, le paysan s'exprima. Et le paysan demandait « Ressusciter la vieille communauté villageoise, son esprit et ses biens », c'est-à-dire revenir 30 ans en arrière, retrouver les usages disparus, récupérer les communaux, et il voulait le recul du règne de l'argent. Le paysan voulait bien payer, mais pas sans contrepartie. Il ne réclamait pas la fin de la seigneurie, mais la fin des abus et du parasitisme. Le paysan disait « Nulle charge sans jouissance d'un droit ». Le paysan avait suraigu la conscience de ses droits, mais habilement. La bourgeoisie détourna vers les tares du régime seigneurial toute la responsabilité d'une crise qui était en réalité la conséquence des mesures physiocratiques. Conclusion. En 1789, le village habitait désormais un paysan sans argent, sans bétail, sans terre rentable, dont le pouvoir d'achat avait faibli de 80% en un demi-siècle. Le demi-siècle des Lumières. En juin 1787, acculé par la dette et poussé par l'Assemblée des notables qui ne voulaient pas contribuer à l'impôt, le roi avait fait de la libre circulation des grains la loi ordinaire du royaume. Comme un seul homme, la France se souleva, courut après les convois de grains, taxa à qui mieux, ou finalement partit sans rien payer. Un brigandage abominable se répandit dans tout le royaume, c'était le chaos. Le vicomte de Châtenay rêva de constituer les campagnards en 4e ordre, de leur donner des députés séparés et de reprendre les terres accaparées autrefois par les riches hommes nouveaux. Les États généraux n'auront qu'un seul député paysan, un certain Michel Gérard, dit le père Gérard, élu en Bretagne. Les paysans vont découvrir que la révolution bourgeoise n'a pour eux d'autres programmes que l'achèvement des projets physiocratiques contre lesquels ils n'ont cessé de se lever depuis un demi-siècle. Ils allaient briser tous les corps et faire triompher l'individualisme agraire. La Révolution marqua la fin de la commune villageoise. Ce que la paysannerie en sauvera ne peut se dire ici. Qu'on sache seulement que la Révolution marqua le début d'une nouvelle calamité qui porte un nom, l'exode rural. Ce qui nous a mené où nous en sommes aujourd'hui. Petit à Et petit, voilà. ça s'est dessiné. Voilà. À la Révolution française, mais les mentalités étaient beaucoup transformées, j'ai l'impression. Voilà. Voilà. Avec cette histoire des nouveaux nobles, là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau les nouveaux seigneurs, c'est pas les nouveaux nobles, c'est les nouveaux seigneurs. Les nouveaux seigneurs, voilà, une question de nouveau paradigme qui s'est installé en France, une nouvelle mentalité qui s'est construite, basée sur l'argent, l'usure. Donc j'essaie de Alors voir c'était pas partout, mais c'était quand même suffisamment significatif. Et ce sont eux qui ont fait la révolution de 89, c'est clair et net. C'est ça. Ils se sont construits, c'est des gens qui ont changé, qui ont pris la place des anciens avec une mentalité différente. Et exactement. Le nombre a fait que finalement, on a changé de régime, quoi. Il y avait une notion dans le régime précédent de bien commun. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des calamités. J'en ai décrit suffisamment des calamités. Hein. Elles existaient. Enfin, bon, c'est pas la peine de dire que
c'est pas la peine de prétendre que c'était le paradis. Mais après une calamité, on se remettait. Alors que là, depuis, après les calamités, on se remet pas. Ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal. C'est Et il y ça. avait il y avait une notion de bien commun. Alors que ce qu'a apporté le siècle des Lumières et ce qui s'est concrétisé dans la Révolution, c'est le profit est bon en soi. Le profit est bon en soi. Donc, on ne recherche plus le bien commun, on recherche le profit individuel. Il y avait des gens qui avaient théorisé que la somme des égoïstes fait le bien commun. Alors que c'est pas vrai. La somme des égoïstes fait le chaos. Eux, ils Alors, disaient, si tout le monde est suffisamment égoïste, tout va bien se passer, l'équilibre se fera entre les intérêts des uns et mais des autres. c'est détestable. C'est le socle de société dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est en train de détruire complètement la France. Donc, Oui, tout c'est à fait. l'égoïsme, C'est l'hédonisme, exactement tout ça. ça, c'est foutu. J'affiche les questions parce qu'on me reprochait beaucoup de pas, je voulais pas trop te couper non plus. Voilà, Marion a presque fini, mais voudra-t-elle détailler les origines des nouveaux seigneurs et Et leurs leurs origines, mais origines? c'est ce que j'ai dit, c'était des gens de droit, c'était des magistrats. C'est ce qu'on appelait la noblesse de robe. Alors la noblesse de robe, c'est quoi? La noblesse, ce sont les gens qui, alors alors, je suis pas spécialiste du Moyen Âge, hein. Enfin, la noblesse, c'est au Moyen Âge que ça se joue. Ce sont les gens qui ont fait les croisades et qui achètent des fiefs et qui vont je crois que c'est sous Philippe Auguste que sont faits les châteaux forts. Le rôle du noble sur la terre, il est de défendre la paysannerie. Il défend la paysannerie. Le paysan ne peut pas à la fois cultiver la terre et se défendre contre le brigandage. Le brigandage, c'est la foire d'empoigne. Hein. C'est pas forcément des brigands organisés. Ça peut être, c'est n'importe quoi. Le roi peut pas être partout. Il faut des gens en armes pour empêcher le brigandage et protéger les paysans. Le seigneur va servir à ça. Et ce seigneur, il a des devoirs envers la communauté. Il a des devoirs envers le roi, il a des devoirs envers la communauté. Ce qu'on appelle les nouveaux seigneurs au XVIIIe siècle, ce sont des gens qui vont racheter des seigneuries et des gens qui viennent de la ville. Alors, les bourgeois, c'est quoi? Les bourgeois, c'est les gens des villes. Bourg, ça vient d'ailleurs de l'allemand. Un bourg, c'est un château, c'est une forteresse. Les bourgeois, c'est ceux qui habitent au pied de la forteresse, qui n'en font pas partie, mais qui habitent au pied de la forteresse. Donc, ça va donner les bourgeois. Les bourgeois vont représenter une classe montante pendant toute une partie du Moyen-Âge. C'est une classe qui monte, et sur laquelle les rois vont s'appuyer quand la noblesse d'épée va devenir trop turbulente. Donc, les rois vont donner de l'importance aux bourgeois et vont finalement les anoblir, ils vont leur vendre le droit de rendre la justice en son nom. On va appeler ça la noblesse de robe. Donc, la noblesse de robe est une noblesse qui n'est pas ancienne. La noblesse la plus ancienne, c'est la noblesse d'épée. La noblesse de robe est beaucoup moins ancienne et elle n'a pas la même mentalité non plus que la noblesse d'épée. Donc la noblesse de robe, elle va avoir les privilèges de la... C'est quoi le premier privilège de la noblesse? C'est de ne pas payer d'impôts. Pourquoi un noble, il ne paye pas d'impôts? Ce que j'expliquais tout à l'heure, le noble d'épée, il ne paye pas d'impôts, mais il donne son œil, son œil, son cheval, sa jambe, ils se battent, ils se battent. Est-ce que ça va, oui. Il paye l'impôt du sang, et l'anobli, il paye l'impôt de rien du tout. L'anobli, c'est le parasite intégral, et il rend la justice au nom du roi. Enfin, ça a été une classe absolument. Les Robins, ça a été l'épine dans le pied de la royauté, mais c'est un autre sujet. Donc c'est cette nouvelle, ce sont ces anoblis qui ont racheté les seigneuries et qui ont changé les mentalités et contre lesquelles que les paysans détestaient, mais vraiment qu'ils détestaient. Quoi. Mais les paysans ne détestaient pas les nobles les plus nobles, je ne pense pas. Je n'ai pas vu ça en tout cas. En tout cas, on a bien vu dans les guerres de Vendée et en Bretagne que les nobles, ils ont pris la direction de la révolte populaire à la demande du peuple. À la demande du peuple. Ça veut dire qu'il y avait une véritable relation entre le noble et le peuple. Alors qu'avec les nouveaux seigneurs, c'était incompatible. C'était incompatible. Ce que j'ai vu beaucoup dans les commentaires, c'est qu'on a cette impression que l'histoire se répète. Donc, ah oui, bah oui. Moi, j'ai pas l'impression. Ils sont encore aussi mal, si c'est pas pire qu'à l'époque. J'en profite encore pour afficher la cagnotte de Monsieur Reynaud. Si vous voulez participer, les liens sont dans le chat en permanence. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne avec mon email si vous voulez participer faire un chèque ou un virement bancaire, c'est possible aussi. Voilà, pour l'instant, elle a pas plus décollé que ça. Je sais que j'ai un message en attente, une personne qui a souhaité participer. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. On a jusqu'à dimanche pour faire le maximum pour aider Monsieur Reynaud, comme tous les nombreux agriculteurs que nous avons aidés et les prochains qui sont en file d'attente. Voilà. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle est en grande difficulté.
ce soir, on a entendu un peu l'historique. Les Si on veut sauver prémices, la France, il faut sauver la paysannerie et il faut retourner à la terre. Il ne faut pas seulement sauver les paysans qui restent, il faut c'est ça. retourner à la terre. Il faut retourner à la terre, c'est clair. C'est ça, il faudrait même les soutenir dans le travail, recréer cette communauté. Mais il n'y a, on a- y a pas d'autre solution que communautaire. Il n'y a pas d'autre c'est solution que ça, communautaire. c'est ça. Tu sais, toi, tu Donc, cultives ça, moi, je cultive ça, et puis on se met en commun. Toi, tu as des lentilles, moi, c'est j'ai des ça. pois, moi, j'ai des navets, moi, je fais du cochon, toi, tu fais de la chèvre. Voilà, Les c'est gens le. commencent petit à petit à se réveiller. J'espère, ce soir, on avait des avertis avec nous, c'est certain. J'espère que de plus en plus de gens vont un peu comprendre que si le Mercosur, tout ce qui est en train de se passer, nous perdons le contrôle de la paysannerie, c'est foutu. Donc, eh bien, en tout cas, je te C'est le remercie contrôle de énormément. la terre, pas de la paysannerie. Il faut que la paysannerie se ressaisisse, c'est le contrôle de la terre, quoi. La C'est ça, propriété de c'est la ça, terre. Ouais. c'est ça. En tout cas, merci énormément pour cet exposé. Ça a mis un petit peu en lumière C'est pas trop le. long, c'est un peu long quand même, non? Non, ça va, ça va. On était à peu près dans les temps. On a légèrement dépassé, mais c'est très Ouais. bien. Donc, Ok. franchement, c'était intéressant. Même moi, j'ai appris des choses. Les terres qui étaient partagées, tout ça, voilà, je n'étais pas aussi renseigné. Donc, ça a apporté. J'ai eu beaucoup de très bons commentaires qui expriment. Et les gens, tous ceux qui sont là, retournent à la terre. Ils ont plus confiance de toute façon à la nourriture dans les magasins, les pesticides et compagnie. Alors là, c'est encore Exactement, exactement. Toute la nourriture transformée, exactement. des problèmes supplémentaires. Donc, sur ce, je pense que nous arrivons au bout de ce direct. Si tu avais un dernier mot à rajouter, n'hésite pas. Ben, je crois qu'il faut sauver la terre, faut retourner à la terre. Faut retourner à la terre. C'est ça. Voilà. Moi, j'habite au milieu des champs. Hein. Si vous voulez me faire Ben un oui, petit. et moi aussi, j'ai cette chance maintenant d'habiter près des forêts, et, avec les champs à côté aussi. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, on espère que justement de protéger les agriculteurs va permettre d'avoir des points où vous pouvez acheter tout autour de chez vous encore des choses de qualité. Même sur Paris, il y a des agriculteurs qui sont pas si loin que ça et qui proposent leurs produits. Donc c'est ça qu'il faut développer, les petites fermes qu'ils essaient de détruire aujourd'hui. Donc voilà, nous avons fait à peu près le tour. Ce que je voulais dire devant tout le monde, c'est que je remercie profondément Marion Sigaud d'avoir participé à cette soirée que nous avons pu animer, qui profite à la chaîne, qui profite à l'agriculture et qui, j'espère, va profiter au maximum à Monsieur Reynaud. Donc n'hésitez pas à partager l'information pour sa cagnotte. Sur ce, Redonne-moi le oui, lien pour la cagnotte. Redonne-moi le lien pour la cagnotte parce que je n'ai pas donné l'autre jour. Je vous envoie un petit quelque chose. Dis-moi où est le. Redis-moi le alors, lien pour la cagnotte. Ah, envoie-le-moi sur mon oui, adresse. oui, c'est ça. Je t'envoie un email juste après, je te remets le lien de la cagnotte. Voilà, voilà. Et comme ça, tu auras tout. Et si jamais tu connais un public autour de toi qui souhaite participer, ben ça fera. Voilà, c'est ça. En fait, Écoute, créer une dès que solidarité. j'aurai la vidéo, moi je la mets sur mes réseaux et voilà. Hein. Et puis on fait un appel aux dons. Hein. Eh ben Donc, super, super. tu me l'enverras, je pourrais la mettre sur ma chaîne. Ah, juste après, juste dès qu'on a fini le direct, je, Ok, je t'enverrai les liens en email et tu n'auras plus qu'à partager. Voilà. ok, entendu, entendu. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Merci à pour vos tous questions, c'était sympa. de nous avoir soutenus. Voilà les questions qui ont été posées, etc. Donc, je vous propose le prochain direct lundi avec le prochain agriculteur dont nous allons nous occuper. Bonne soirée à tous. Merci de votre présence, d'avoir regardé ce live jusqu'à maintenant. Et je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo. Bojiaki. Au revoir, bye.